Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais laisser Bonjour à tous. Le panel s'installer. Alors, vous avez vu qu'aujourd'hui, on a décidé, Leslie et moi, de continuer notre duo qu'on a commencé hier, qu'on avait commencé d'ailleurs l'année dernière. Aujourd'hui, pour vous parler de l'écologie des cinémas et du travail de la commission écologie des cinémas, qui, comme l'a dit Richard tout à l'heure, a été annoncé l'année dernière au précédent congrès. Et s'est mise en place de manière assez intense tout au long de l'année. Et comme l'a dit Richard, c'est aussi un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé avec le CNC depuis plusieurs années, à travers, je dirais, toutes les phases qui ont suivi la crise sanitaire, la découverte du décret tertiaire, qui est une découverte qui s'étale dans le temps, on peut dire. Là, on en reparlera à la fin. La crise énergétique, qui a été un très grand sujet pour nous de questionnement sur la consommation énergétique des salles de cinéma. C'était une question qu'on ne s'était jamais posée, en fait, sur le fonctionnement des salles de cinéma. La question des projecteurs laser, ça sera un sujet qui sera abordé tout à l'heure. Je laisserai Leslie vous présenter le programme. Et c'est comme ça qu'on s'est aperçu, en fait, à la fédération, qu'on prenait peut-être un peu tous les problèmes dans le désordre et qu'il fallait, en fait, reprendre de manière globale le sujet de l'écologie des cinémas. Et moi, c'est en allant à une assemblée générale, celle du syndicat de Marie-Christine Cinéo, qu'on s'est dit que il était important de monter à la fédération une commission spécialisée sur l'écologie des cinémas et que la personne la plus compétente pour traiter de ce sujet, c'était Marie-Christine Desandré. Alors, je tiens à dire aussi qu'un autre élément important sur la question écologique, c'est aussi notre congrès, puisque vous l'avez vu quand vous êtes inscrit sur le site internet de la fédération, vous avez une charte éco-responsable du congrès et des congressistes qu'on vous encourage à lire si vous ne l'avez pas fait. Déjà pour commencer, le CID est certifié éco-responsable avec une certification spécialisée qui garantit un certain nombre d'éléments de son fonctionnement en termes écologiques. Et d'un point de vue de fonctionnement du congrès, il y a un certain nombre d'éléments, tout ce qui est lié par exemple au déplacement, tout ce qui est lié à l'hôtellerie. On a essayé de privilégier toutes les solutions les plus écologiques possibles. Vous avez vu qu'on a par exemple à travers le CID des éco-cups, donc vous pouvez vous servir d'eau dans des gobelets que vous replacez dans la petite corbeille à côté qui seront réutilisés ou recyclés. Il y a également, je tiens à vous le rappeler parce que c'est un sujet dont on a parlé beaucoup avec Marie-Christine, parce que le côté de la charte éco-responsable du congrès, on l'a travaillé avec Agathe de Fouché, la grande organisatrice du congrès, et Marie-Christine. Par exemple, vos badges à la fin du congrès, plutôt que les ramener chez vous ou les jeter à la poubelle, on mettra à disposition des corbeilles dans lesquelles ils pourront être par la suite réutilisés. Voilà, c'était juste pour vous dire qu'on a essayé de faire aussi, déjà l'année dernière, mais encore plus cette année, un congrès éco-responsable. Leslie, je te passe la parole. Merci, bonjour à tous. Ravie de pouvoir participer à cette table ronde donc avec toi Erwan et avec l'ensemble du panel et les différents intervenants qui vont prendre la parole sur cette matinée. Alors cette matinée, elle va se structurer en 3 parties. On va avoir déjà une première présentation sur les travaux de la commission écologie des cinémas. Et donc Marie-Christine aura l'occasion, et le panel auront l'occasion, de vous présenter l'ensemble des chantiers qui ont été initiés cette année. Dans un deuxième temps, nous aurons une présentation de l'étude sur les calculateurs carbone. Je suis obsédée par les calculateurs carbone, pardon. Par les projecteurs, l'étude comparative projecteur laser, projecteur à lampe. Et enfin, on vous présentera aussi la formation que le CNC va délivrer à votre attention à compter du mois prochain. Merci Leslie. Alors, je vais passer la parole à Marie-Christine qui va vous présenter la commission écologie des cinémas et les membres de cette commission. On m'entend là, oui. Bonjour tout le monde. Voilà, nous sommes là face à vous, tous présents. Je vais dire un petit mot et puis je laisserai ensuite, je donnerai la parole à mes collègues. Je voulais vous dire que ce travail, c'est le fruit d'une année d'un travail commun, mais que ça n'est en aucun cas un aboutissement. C'est plutôt un top de départ que nous voulons vous donner à tous, une manière de vous accompagner dans cette route qu'il nous faut emprunter. Il y a une vraie nécessité à avancer dans ce travail et on s'est dit qu'en fait avec tous ensemble ça serait plus facile et ce serait probablement plus efficace. Le travail s'est fait d'une manière
très méthodique. On a abordé ces travaux avec aussi une grande humilité parce que je crois qu'on a appris chaque jour. Voilà, on a travaillé avec Juliette, nous avons travaillé avec Juliette Vigoureux de la base, qui a vraiment été notre experte et qui nous a embarqués, je dirais, tout au long de ces travaux et qui nous a fait avancer de manière très concrète pour justement aujourd'hui vous livrer un outil qui, nous l'espérons, vous convaincra, mais dont vous allez vous emparer parce qu'en fait le sujet est là. Aujourd'hui, nous livrons quelque chose, et puis à vous de vous en emparer parce que c'est nous tous qui avons ce chemin à faire. De vous dire que la nécessité de ce travail, elle s'est imposée à nous au fil des travaux, elle a été au cœur. La conscience de cette nécessité était au cœur de nos travaux parce que si on projette un peu les choses, on se rend compte que finalement, entre les thèmes de la mobilité des spectateurs, de la raréfaction des ressources, de l'augmentation des coûts, à l'arrivée, notre activité deviendra un jour potentiellement très vulnérable et que les spectateurs pourraient se détourner de la salle de cinéma pour différentes raisons, pour ces différentes raisons et d'autres. Donc il est impératif aujourd'hui d'entamer ce chemin, de prendre cette route, parce qu'aussi nos salles de cinéma sont des endroits où on peut communiquer, où on peut faire de la pédagogie, et que s'avérer vertueux et sincèrement préoccupé aujourd'hui par la situation de la planète, qui est en fait la situation du vivant et de nos spectateurs. Nous avons tous compris et nous espérons que vous nous suivrez dans cette vision des choses. Il faut y aller. Il n'y a pas d'autre possibilité. C'est pas une fatalité parce qu'on s'y prend assez tôt et parce qu'on va avoir le temps de faire les choses. Une fois de plus, vous allez avoir le temps de faire les choses, vous allez voir l'outil. C'est vraiment un outil, un support extrêmement efficace et qui peut au quotidien, de manière très simple, être utilisé. L'écologie, l'éco-responsabilité n'est pas forcément quelque chose de punitif ni de rébarbatif. Au contraire, ça peut être quelque chose de très valorisant. On en reparlera tout à l'heure sur le sujet des formations des équipes. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais laisser la parole à mon cher groupe parce que voilà, au fil des sessions, on a appris à se connaître, à s'attacher et je les remercie pour leur implication, aussi pour la sincérité avec laquelle ils ont réalisé ces travaux. Voilà, merci, à plus tard. Raphaël, c'est à toi. Merci beaucoup, bonjour à toutes et tous. Écoutez, je suis ravi d'être ici. Raphaël Maestro, donc je suis exploitant itinérant en Dordogne, dans le sud-ouest de la France. Donc autant vous dire que quand on est itinérant, on a déjà quasiment résolu le problème de la mobilité, qui est un des sujets de cette commission. La mobilité, parce que c'est nous qui nous déplaçons vers des territoires et vers des publics. Je réitérerai simplement quelques mots sur ce que tu viens de déclarer sur cette commission. Il y a un double enjeu. Il y a un enjeu en fait de sensibilisation et d'accompagnement des équipes dans les salles de cinéma, via les pilotages, via l'énergie, via plein de sujets qu'on a traités. Et c'était très bien de les traiter avec des exploitants qui ne sont pas de notre calibrage, qui ne sont pas dans les mêmes modèles économiques et dans les mêmes aspirations et dans les mêmes priorités. C'était un échange qui, je pense, était assez surprenant, mais qui était très enrichissant. Et je pense que les feuilles de route qui vous seront proposées vous dévoileront cette richesse-là. La deuxième des choses, c'est que ce qui m'intéresse aussi, c'est la relation au public. Et quand on a un circuit itinérant, on est effectivement au milieu rural, et que le milieu rural, les questions d'environnement ne sont pas forcément fondamentalement les mêmes que quand vous êtes dans une métropole régionale, et qu'on a ce sentiment d'une relation à l'espace et au patrimoine et à l'espace vécu qui est évidemment différent de la ville. Mais on a aussi, dans cet espace rural-là, une colère qui gronde, une colère qui, il y a quelques années, a fait basculer un pays dans des problématiques sociales très importantes pour une impression de relégation. Et je pense que l'écologie est le meilleur moyen, en fait, pour corriger ce tir-là et pour permettre à nos spectateurs et aux habitants de ces communes de se dire qu'effectivement tout ceci n'est surtout pas punitif, mais tout ceci participe d'un élan collectif pour construire ensemble. Et puis dernière chose, on a une vraie responsabilité en tant qu'exploitant, on est la première pratique culturelle des Français. Donc on peut vraiment, avec 70% des Français qui viennent dans nos salles chaque année, on peut vraiment avoir un impact très important et qui pourrait évidemment commencer ce matin. Merci. Bonjour à tous. Moi, je suis Sylviane Amata, donc je représente UGC. Donc, au sein de l'entreprise, je dirige les activités travaux, images et son et également RSE.
Donc, je suis en charge de piloter en fait la mise en place de la stratégie responsabilité sociale et environnementale des entreprises, de l'entreprise au sein du GC. Donc déjà depuis environ à peu près 2 ans, on s'est engagé dans une réflexion et dans une mise en pratique assez concrète de l'écologie, on va dire au sens large, pour reprendre ce qu'ont dit déjà mes confrères, parce qu'aujourd'hui c'est la responsabilité de chacun de se mettre en mouvement et en action en fait sur ces questions écologiques. Et ça a été avec beaucoup d'intérêt que j'ai participé à cette commission, parce qu'elle permet de confronter les points de vue, de confronter en fait les idées également. Et je pense qu'elles sont enrichissantes. Je pense que c'est important que chacun se mette en mouvement et puisse échanger sur ces questions. Parce que la route n'est pas toujours très simple pour arriver à mettre en pratique des actions, et c'est par l'échange, par la réflexion que en fait on peut arriver à mettre en mouvement chacun et chacune d'entre nous dans cette démarche. Donc c'est une action que nous on a lancée déjà depuis un moment. On s'est fixé des objectifs, on a partagé tout ça en commission, on a partagé nos bonnes pratiques, et j'espère que ce matin, au travers de la présentation, on donnera envie à chacun de se mettre en mouvement également. Moi, quand je parle de ces sujets-là, je fais toujours référence à l'intelligence collective, hein, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas des actions individuelles qui vont faire changer en fait les choses, c'est des actions individuelles additionnées. Quand on commence à additionner les actions de chacun, c'est là qu'on commence à prendre en fait de l'ampleur et que les choses bougent et qu'elles deviennent visibles. Donc cette intelligence collective que j'ai trouvée au sein de cette commission, je pense qu'elle est intéressante et ravie de pouvoir la partager avec vous ce matin. Voilà. Bonjour, je suis Jean Village, je suis le directeur des cinémas VO et le président du syndicat des exploitants du Centre-Sud. C'est un syndicat de petite, de moyenne et même un peu de grande exploitation, donc avec une vraie diversité. Diversité qui a été utile dans cette commission parce que moi je suis arrivé en me disant l'écologie c'est avant tout c'est une conviction qu'on peut mettre en œuvre quand on a la chance de créer un cinéma. Ça a été le cas pour nous il y a 2 ans de créer un cinéma avec un véritable engagement. Il est certifié haute qualité environnementale, il est biosourcé, il a des murs en terre crue. Ça, c'est quelque chose qu'on a pu faire, mais on n'a pas la chance de pouvoir construire des cinémas tous les 4 matins. Je m'étais intéressé aux questions d'énergie, notamment à la faveur de la crise, où je m'étais rendu compte que là aussi on avait des véritables leviers. Je m'étais intéressé à ces questions sur l'alimentation qu'on propose dans nos cinémas. Donc tout un panel de points qui méritait d'être remis en ordre. Je pense, je m'associe au remerciement de Marie-Christine pour Juliette Vigoureux qui nous a justement apporté cette méthode puisqu'on arrivait avec tout ce qu'on avait envie de partager, et Juliette nous a permis de mettre ça en ordre et d'aboutir à quelque chose pour lequel j'étais très demandeur. C'était quelque chose de pratique dans lequel on puisse apporter du pragmatisme et quelque chose qui puisse être utilisable par vous presque au quotidien. Et j'espère que ce qu'on vous présentera répondra à cette attente. Bonjour à tous, Clémence Zacharie pour les cinémas Reynaud. Mon frère et moi gérons 11 cinémas qui vont de la petite, moyenne et grande exploitation, ce qui nous permet d'avoir un aperçu assez complet des problématiques de chacun. Et j'ai été ravie que Marie-Christine me propose de participer à cette commission, parce que c'est une conviction qu'on a depuis très longtemps chez les cinémas Reynaud, que de s'occuper de cette problématique de transition écologique n'est pas seulement on va dire un devoir philanthropique, mais aussi et surtout une manière de garantir la survie de nos modèles économiques dans un monde où l'énergie sera plus chère, où nos bâtiments devront s'adapter à des climats plus extrêmes. C'est nécessaire pour s'inscrire dans la durée que de s'occuper de ces questions-là. Donc, face à ces problématiques complexes et très diversifiées,
je pressens que l'unité que nous permet la Fédé est en effet la solution pour aboutir à des outils qui soient utilisables par chacun. Et Juliette nous a permis en effet de mettre tout ça en ordre de marche et de vous proposer aujourd'hui, j'espère, des outils et des choses à mettre en place très concrètes qui permettront à chacun, à son niveau, d'aller chercher ce dont il a besoin pour s'engager sur ce chemin très vertueux, à la fois pour notre planète, mais aussi pour nos entreprises. Bonjour à tous, moi je m'appelle Pierre Schlosser, je travaille pour le groupe CGR Cinéma, je suis responsable du développement et de la RSE. J'ai intégré récemment donc, la commission écologie des cinémas et Marie-Christine, Erwan, Leslie, je vous remercie en tout cas. Et j'absorbe petit à petit des travaux qui ont été mis en place bien avant mon arrivée. C'est complexe, il y a un vrai travail de fond qui a été opéré. Je salue au passage Alfonso Corrales, mon prédécesseur, qui a fait un vrai travail de débroussaillage, en tout cas dans la partie CGR Cinéma, qui a apporté de belles choses, qui nous a conduit là très récemment à lancer notre analyse à impact carbone, qui je l'espère va définir notre trajectoire à court, moyen, long terme. Et sans redire ce qui a été dit précédemment, voilà, et rejoindre un peu les convictions de chacun. Merci beaucoup à toutes et tous. Effectivement, comme l'a dit Pierre, il y a deux absents d'une certaine façon. Alfonso Corrales, qui a été président de cette commission pendant très longtemps et qui l'a fait avancer. Vraiment, je remercie beaucoup Pierre de nous avoir rejoints et d'être là, présent sur scène aujourd'hui. Donc, merci encore Pierre. Et puis l'autre absent qui est en voyage et qui ne pouvait pas être présent aujourd'hui, c'est Jacques Durand de Pathé, qui a été également présent à nos côtés tout le temps et qui nous a permis de beaucoup progresser. Alors je vais demander à Juliette Vigoureux de nous rejoindre sur scène au pupitre pour présenter les feuilles de route. Comme tout le monde l'a dit, vous allez voir les feuilles de route que vous allez pouvoir construire et qui seront disponibles à partir du 9 octobre parce qu'on a encore des points à relire, parce qu'on veut que ce soit vraiment parfait. Vous allez voir, c'est très agréable à utiliser, c'est fluide, c'est rapide, c'est vraiment c'est facile à dire pour moi parce qu'on fait partie de la commission, mais c'est une belle réussite. Voilà. J'espère que ça va vous donner envie. Je te laisse la parole, Juliette. Alors, je vais tenter l'acrobatie de la projection d'un PowerPoint. Je ne sais pas si c'est possible. Comment ? Tu as la télécommande, c'est bon ? Oui. Est-ce que ça va marcher ? Le voilà. Donc, vous l'avez vu, cette commission écologie des cinémas, tout à fait représentative de la diversité du parc, vous vous êtes tous présentés, donc je n'y reviens pas, mais c'était la richesse de cette commission d'être diverse et représentative du parc. Pour revenir sur la méthodologie qui a été mise en place, donc cette commission fête son premier anniversaire officiel aujourd'hui, enfin en tout cas elle a été officiellement lancée lors du congrès l'année dernière, pour que début janvier, et à mon tour de vous présenter mes remerciements à la fois à la Fédération et à la commission écologie des cinémas, qui a fait appel à la base que je représente ici pour effectivement structurer les travaux, apporter de la méthodologie. Il y avait énormément d'ambition, énormément d'idées. L'idée, c'était de cadrer tout ça, de structurer et de se demander comment on pouvait donner un cap commun à la filière et effectivement outiller, équiper l'ensemble des exploitants. C'est pour ça qu'on a d'abord, vous avez reçu au printemps dernier un questionnaire, une enquête qu'on a envoyée, que la Fédération a relayée à l'ensemble des salles de cinéma pour comprendre. L'idée, c'était d'abord de savoir d'où on partait, de cartographier les salles, donc de mieux les connaître sur des enjeux qu'on n'avait pas tout à fait observés, par exemple sur les surfaces moyennes de cinéma, sur les amplitudes horaires, etc., de partir de ce qui existait et puis d'évaluer aussi le niveau de maturité, le niveau de prise en compte de ces enjeux-là. On va revenir sur le questionnaire, mais aussi merci à vous d'avoir été nombreux à y participer. Et puis, parce que c'est en partant de ces données de terrain qu'on a pu, derrière, développer un outil qui, on l'espère, vous sera le plus utile, pardon pour la redondance, mais le plus utile possible. On va vous le présenter.
Je vous le disais d'abord, sur le questionnaire, vous avez été nombreux à répondre, puisque près de 40% des cinémas ont répondu à cette enquête, mais c'est plus de 60% des écrans et plus de 70% des séances. Donc on était ravis à la fois de votre mobilisation, mais aussi de toutes les données que ça nous a permis d'enregistrer et de pouvoir, encore une fois, fournir des outils au plus près de ce que sont vos besoins et de ce qu'est votre réalité. Ce questionnaire nous a permis, je vous le disais, parce qu'on voulait évaluer le niveau de maturité, donc on vous a posé la question de à quelle échelle avez-vous l'impression de prendre en compte les enjeux de transition. Donc vous êtes assez enthousiaste à l'échelle de vos cinémas, puisque vous avez donné la moyenne de 2,9 sur 5. Vous l'êtes un peu moins quand vous observez la filière, mais ce qui finalement donne encore plus de pertinence à une organisation comme la Fédé, comme la Commission. On voit qu'il y a un besoin de mobilisation collective. Sylviane, tu parlais de l'intérêt de l'action collective et qu'effectivement, seul vous aviez l'impression d'aller plus loin, mais vous regrettiez finalement que collectivement, le sujet soit pas plus incarné, donc ce qui donnait davantage de poids et de responsabilité aussi à la Commission écologie des cinémas. Cette enquête nous a aussi permis de constater que vous étiez près de 70% spontanément à nous avoir dit que vous aviez mis en place une démarche de transition. Alors, sur deux actions essentielles qui sont la mise en place du tri et la réduction des consommations énergétiques, ce qui aussi nous a permis de nous guider dans les priorités à donner aux objectifs qu'on allait se fixer, je vais y revenir, et d'être, encore une fois, en adéquation avec votre réalité. On a donc, la Commission écologie des cinémas, la FNCF, a donc identifié 7 enjeux prioritaires qui sont l'énergie, c'est trop loin pour moi pour lire, je suis obligée de me retourner, désolée. L'énergie, les déchets, l'eau, l'alimentation, les boissons, la montée en compétences, donc on parle à la fois de formation, mais en tout cas d'appropriation par les salles de cinéma de ces enjeux-là, et tous les enjeux de communication et de mobilisation, ainsi que la mobilité. Sur chacun de ces enjeux, il y en a d'autres, bien sûr, on les a identifiés. En revanche, il fallait qu'on priorise notre action. Donc, ce qui ne veut pas dire que les enjeux liés au bâtiment, bien sûr, les enjeux liés au numérique, à la biodiversité, ne sont pas des enjeux de la salle de cinéma. Ils seront sans doute adressés dans un second temps, mais il faut à un moment donné savoir quelle marche on veut gravir en premier. Et sur chacune de ces thématiques, chacun de ces enjeux, on s'est fixé des objectifs à 1, 5 et 10 ans, des objectifs chiffrés qui sont là, qui assument ce cap commun donné à l'ensemble de la filière, qui vous permet aussi à vous de vous évaluer par rapport à ce qui est porté par la FNCF comme cap. Pardon. Donc voilà comment ont été construits ces objectifs. Et effectivement, vous aviez été un peu plusieurs à le mentionner. Tout le monde n'était pas toujours d'accord. Et c'est aussi l'intérêt d'une commission, c'est de confronter les idées, de trouver des terrains de consensus sans perdre en ambition. Et pour le coup, sur les objectifs qui ont été fixés, c'est tout à fait le cas. Un site va donc être publié, écologie.fncf.org. Erwan le disait, il sera disponible d'ici 15 jours, à partir du 9 octobre. Et maintenant, alors deuxième folie, je voudrais lancer un film qui présente le site internet. Et je ne sais pas si c'est moi qui ai la main ou si c'est vous qui lancez. Si on peut lancer la vidéo qui correspond effectivement aux feuilles de route. Est-ce que je tente d'appuyer ? Et je retente. Voilà, ça marche. Donc, ce site internet, bientôt disponible, reprend tout ce que je viens de vous expliquer. Vous pourrez y retrouver l'ensemble des objectifs avec les différents horizons temporels, 1, 5, 10 ans. Vous y retrouverez aussi une adresse mail qui est dédiée, donc qui est là pour recueillir vos informations, etc. Vous retrouverez les membres de la commission.
Et puis, ces objectifs, on ne vous laisse pas comme ça avancer. Il y a tout un tas d'outils qui ont été mis en place, qui sont classés par thématique. Vous les retrouverez, énergie, déchets, etc. Que ce soit des tableaux de suivi, des mails types, des études. Vous pourrez, en tout cas, vous baser sur ces travaux. Et puis, vous avez un générateur de feuilles de route. Là, on vous fait une démonstration pour un cinéma fixe, mais le questionnaire existe aussi en version cinéma itinérant. L'idée, là, avec ce générateur, c'est que vous puissiez construire votre plan d'action sur mesure. Vous serez plusieurs à le faire et normalement, aucun d'entre vous n'aura la même feuille de route puisque ce questionnaire, qu'il faut que vous preniez le temps de remplir, c'est 5 minutes, pas plus, puisque vous allez le voir. L'idée, c'est que les actions qu'on vous propose prennent en compte les singularités, les spécificités de vos cinémas. On ne va pas vous demander de faire des choses que votre cinéma ne peut pas faire. Donc, pour avoir un plan d'action au plus proche de vos possibilités, il faut que vous preniez le temps de remplir ce questionnaire. Tout un tas de thématiques sont abordées, de l'énergie à la communication, en passant par l'alimentation. L'idée, c'est qu'au fur et à mesure des questions, vous construisez votre cinéma, vous le définissez. Et puis, vous pourrez, en fin de questionnaire, on va y arriver, générer votre feuille de route, je vous le disais, qui sera propre à votre cinéma. Donc, quand vous cliquez sur le bouton « Générer ma feuille de route », vous obtenez un PDF qui devrait arriver. Le voilà. Non. Si, voilà, vous pouvez télécharger votre feuille de route. Elle est datée puisque votre plan d'action va peut-être aussi évoluer avec le temps en fonction de ce que vous aurez mis en place. Et le document que vous allez générer, il est structuré en 3 parties. D'abord, un rappel de ce qu'est la démarche initiée par la Commission, par la FNCF, des objectifs nationaux qui ont été fixés. Donc, vous avez ce rappel-là. En deuxième partie, vous avez ce qui est vraiment votre plan d'action, votre feuille de route, classée là aussi par enjeu. Et vous avez chaque action avec le descriptif de l'action et une évaluation sur une échelle de 0 à 4 du coût éventuel, du temps que ça va vous prendre, des éventuelles difficultés de mise en œuvre et évidemment de l'impact écologique permis par la mise en place de cette action. Et puis à la fin, vous avez une partie sur le cadre réglementaire qui reprend l'ensemble des dispositifs réglementaires qui s'appliquent à la salle de cinéma en matière de transition écologique. Voilà pour la présentation de l'outil. Vous pourrez en profiter très rapidement à partir dans 2 semaines. On espère évidemment que vous serez nombreux à vous en servir, qu'il vous équipera vraiment, qu'il vous outillera, qui vous permettra ce passage à l'action au-delà de la connaissance, et Leslie présentera les formations qui vont être mises en place. Mais on espère vraiment qu'il répondra à vos attentes. Et dans tous les cas, évidemment, c'est un dialogue à la fois entre l'ensemble des membres de la commission, la fédération, mais vous. Il y a une adresse mail qui est dédiée, donc n'hésitez pas à nous faire remonter des besoins qu'on n'aurait pas identifiés, des adaptations qui pourraient être faites. L'idée, c'est vraiment d'agir ensemble, collectivement, et de co-construire ces outils. Voilà, merci. Merci beaucoup, Juliette. Comme vous avez pu voir, c'est très riche, il y a beaucoup d'éléments et c'est surtout destiné à continuer à s'enrichir et à progresser. Donc n'hésitez pas effectivement à réagir. Moi, je tiens à rajouter le caractère inédit et exemplaire de cette démarche. Je tiens vraiment à saluer les travaux de la Commission écologie du cinéma de la FNCF, parce que ce que vous proposez là, et je l'ai testé l'outil, donc vous aurez dans la base un cinéma qui s'appelle CNC. Bon, c'est pas très important, mais il n'empêche que vous avez là un outil qui est vraiment très pratique et il n'y a pas d'équivalent dans les autres filières et dans les autres secteurs. Donc merci à la Commission, parce que c'est quelque chose qui non seulement est une première pierre, mais on voit bien va être évolutif. Donc de ce point de vue-là, c'est très enrichissant et très satisfaisant. Alors, je vais vous passer la parole, Marie-Christine, et les membres de la commission. Je pense qu'il y a un des éléments auxquels a fait allusion Juliette et qui pourrait être intéressant pour l'assistance, c'est de savoir un peu comment ont été priorisés certains sujets par rapport à d'autres. Effectivement, là, il y a un certain nombre de sujets qui sont abordés immédiatement, l'énergie, etc., la mobilité, enfin plein de sujets. Et puis il y en a d'autres qui ont été remis à plus tard. C'est pas du tout une façon de dire que ces sujets sont moins importants. Donc je voudrais juste que vous nous disiez effectivement pourquoi est-ce qu'on a fait ces choix. Comme l'a expliqué Juliette, en fait, il fallait bien partir de quelque chose. Il a fallu réfléchir à la manière de
où voulons-nous aller, comment allons-nous faire, et surtout comment allons-nous pouvoir être efficaces tous à l'échelle de nos différents établissements. Donc en fait, on s'est attaché à définir les priorités, je dirais, qu'on peut gérer au quotidien. Qu'est-ce qui se passe si on s'arrête à la porte de nos établissements? Qu'est-ce qu'on peut faire jusqu'à la porte de nos établissements? Au quotidien, au travers de nos équipes, de nos spectateurs, comment on peut agir sur ce qui est, je dirais, du mode de fonctionnement quotidien de nos salles de cinéma, donc la consommation d'énergie, évidemment, la consommation de l'eau, la réduction et le traitement des déchets, la communication, la montée en compétence de nos équipes, bien évidemment, c'est-à-dire la formation, la sensibilisation de nos collaborateurs, parce que la réalité, c'est que sans nos collaborateurs, nous ne pourrons rien faire ou pas grand-chose, et qu'il faut les former, et pour ça, il faut leur apprendre, il faut qu'ils comprennent ce qui se passe. Voilà. Et puis en dernier lieu, la mobilité, parce que même si la mobilité est un des items qui quand même, sur lesquels on n'a pas la main, on a peu de levier, on a quand même la possibilité de commencer à éveiller, à attirer l'attention de notre clientèle, de nos spectateurs sur des possibilités de pratique un peu différentes, que ce soit transport en commun, du covoiturage, du vélo, à pied, de les sensibiliser en tout cas et de leur dire voilà, et de communiquer sur des outils existants aujourd'hui, notamment sur certains sites qui permettent de partager les transports. Voilà la façon dont on a choisi les priorités, mais très honnêtement, ce travail, quoi qu'il en soit, il a été très méthodique, mais il est aussi, il est parti de rien en fait. Il est parti juste sur l'envie, la volonté, la bonne volonté, et puis la certitude qu'il fallait avancer. Donc on n'a pas de modèle, on s'est basé sur rien. Je crois que ça n'existe dans aucune filière, vous l'avez dit, nulle part, mais je sais même pas si ça existe dans un autre pays, sur un autre territoire. Voilà. Donc il fallait bien, comme on dit, débroussailler. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? On peut rajouter qu'effectivement, sous le travail, sous la coordination de Juliette, qui nous a permis vraiment d'avoir une méthode, le panel que nous représentons a permis en fait de se poser toutes les questions pour qu'en fait toutes ces questions qu'on a rapidement, t'as mis plus de 5 minutes, moins de 5 minutes Juliette quand même, il faut prendre un peu plus son temps, mais que toutes les questions en fait vous puissiez y répondre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a pas un item sur lequel en fait vous soyez dans la difficulté. Je parle notamment pour la petite exploitation qui représente 1578 établissements sur les 2041, donc quand même un sacré 75%. Il y a beaucoup dans cette branche de structurations juridiques différentes, municipaux, parapublics, privés. Et sur les enjeux, par exemple, de l'énergie, on sait très bien qu'il y a beaucoup d'exploitants qui n'ont pas la main sur leur contrat ou qui n'ont pas la main sur leurs équipements. Et s'ils n'ont pas la main sur leurs équipements de chauffage, de climatisation, ils n'ont pas la main non plus sur le pilotage. Donc tout l'enjeu de générer des feuilles de route aussi précises, c'est aussi la possibilité pour ces exploitants-là de porter ce message avec beaucoup d'objectivité vers leurs partenaires, collectivités, pour la plupart du temps, qui possèdent ces bâtiments et qui ont accès en fait à ces outils-là. Donc c'est un exemple parmi d'autres du fait que le panel que nous représentons a permis en fait de balayer le plus large possible afin que Juliette et ses équipes puissent le traduire sur un questionnaire qui nécessite peu de temps mais un petit peu de préparation et qui sera le départ de quelque chose, on espère en tout cas pour chacun d'entre vous, pour animer les équipes, vous mettre en responsabilité, vous mettre dans un dialogue avec vos partenaires, notamment ceux qui ont attrait à votre foncier, et dans un deuxième temps, ou simultanément, avoir une vraie sensibilisation auprès des publics qui, pas que pour les jeunes, sont très en demande de thématiques de la sorte. J'insisterai sur le caractère très pratique de l'outil. On a vraiment fait des choix. Vous l'avez vu dans les thématiques qu'on a retenues. Par exemple, on a écarté la construction. La construction, on sait que c'est un enjeu majeur en termes d'écologie, à travers les matériaux, à travers les choix que vous allez faire. Mais on ne construit pas un cinéma tous les jours. Donc on a vraiment dit... c'est important, c'est présent. Venez nous voir si vous avez des questions là-dessus. Voilà. Mais on a vraiment insisté sur le côté pratique, le côté quotidien. Et cette feuille de route, sa richesse, c'est son côté vivant. Hein. Ça a été dit tout à l'heure.
c'est presque aujourd'hui, dès aujourd'hui, qu'on va commencer à l'enrichir d'ici la sortie du site, à travers vos retours. C'est ainsi qu'elle va vivre, et on a vraiment l'objectif de garder un outil le plus vivant possible. Juste effectivement pour continuer dans cette ligne-là, c'est un peu comme la charte de sobriété énergétique que vous avez proposée la Fédération. C'est juste avec les outils dont vous disposez à présent, sans avoir à investir quoi que ce soit dans les médias, ce que vous pouvez faire en pratique tout de suite dans vos cinémas, vous pouvez déjà vous diriger vers un certain nombre de directions, de démarches. Vous l'avez peut-être d'ailleurs déjà fait, vu le nombre de réponses qu'on a eues aux questions, je pense que c'est une question auquel vous êtes sensibilisés. Mais vraiment, l'idée qu'on avait dans cette première phase, parce que, une fois de plus, cette présentation, c'est pas la fin d'un travail, c'est le début d'un travail. Hein. Donc l'idée, c'est que vous puissiez, grâce à ces feuilles de route, avec les outils dont vous disposez seulement dès maintenant, commencer déjà ce travail. Ces autres questions qui peuvent être abordées plus tard, on les abordera aussi, mais c'est effectivement un deuxième temps. Oui, et je voulais ajouter qu'en fait, c'est pas seulement l'affaire de la FNCF, du CNC ou d'une commission écologie des cinémas, c'est l'affaire aussi de toutes les structures qui réfléchissent, qui se concertent, des syndicats, et j'appelle mes collègues présidents de syndicats à travailler sur ce sujet, ou en tout cas à vous épauler tous et à s'emparer du sujet. Une fois de plus, il faut pas s'imaginer qu'on peut faire semblant. Il faut vraiment, véritablement s'emparer de la cause, de ce sujet-là, être convaincu que vous allez y gagner, mais vous allez y gagner humainement, vous allez y gagner en efficacité, en idées. Se dire qu'on oublie à un moment donné ou qu'on met de côté nos pratiques, nos process pour les réinventer, ça peut être passionnant. Se dire que c'est pas plus cher, hein, il faut s'écarter de cette idée qui dit que l'écologie c'est toujours plus cher. Évidemment, ça peut être plus cher quand il s'agit de construire, évidemment, ça peut être plus cher quand il s'agit d'acheter certains matériels, mais il y a plein de sujets sur lesquels c'est pas plus cher et ça peut même être une source d'économie. Voilà. Moi aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il faut pas s'endormir ou il faut se réveiller. Voilà, très clairement. Il faut se réveiller et il ne faut pas s'imaginer qu'on en parle. Je sais qu'on a tous des sujets de préoccupation très importants dans nos établissements. Je sais que les années qui se sont écoulées depuis 2020 ont été très complexes, qu'on gère au quotidien des choses différentes et que les belles années, entre guillemets, de l'exploitation sont un peu derrière nous parce qu'aujourd'hui, on a des préoccupations très préoccupant, j'ai pas d'autres mots, et des préoccupations solides. Voilà. Mais toutefois, l'écologie, l'éco-responsabilité, moi j'ai le sentiment que quand on en parle, ça intéresse tout le monde, mais que ça n'est pas une priorité suffisante. Or, c'est peut-être pas la priorité, les priorités, mais ça doit faire partie aujourd'hui, ça doit petit à petit s'inclure dans vos priorités. Voilà, je sais pas comment vous le dire, je sais pas comment être la plus convaincante possible, mais il faut y aller, il n'y a pas d'autre sujet, et une fois de plus, on va tous s'enrichir à aller entamer ce parcours, et on va tous y gagner, on va trouver des idées, on va changer, on va impliquer nos partenaires fournisseurs aussi, ça c'est très très important, nous devons le challenger, nous devons les inciter à nous proposer des innovations, quelles qu'elles soient, dans tous les domaines. Une fois de plus, il faut y aller de manière groupée si on veut mener à bon port tout ça et ne pas, à un moment donné, devenir victime. Voilà, vous connaissez la phrase, mais pour pas subir, il faut agir. Et c'est tout de suite. Et vous avez ce qu'il faut déjà pour démarrer. Voilà, je laisse la parole. Je ne sais pas si vous avez des questions. On avait dit qu'on faisait un petit pan de questions. Oui, alors juste avant qu'on passe la parole à la salle, moi je voudrais rajouter que cette initiative, elle s'inscrit dans une démarche progressive, donc ça c'est extrêmement intéressant aussi. Il y a 47 actions, je crois, qui sont susceptibles d'être mises en œuvre par vous dans les salles de cinéma. C'est quelque chose qui est d'application volontaire et qui est vraiment très pratico-pratique, donc il y a un certain nombre d'actions, vous pouvez les mettre en œuvre dès demain. Et c'est extrêmement intéressant parce que ça s'inscrit dans un écosystème où
les exploitants font déjà un certain nombre de choses, vos associations portent aussi un certain nombre de chantiers, la fédération est particulièrement mobilisée sur ces sujets-là, vos prestataires peuvent être aussi force de proposition. Nous, au CNC, on veut vous accompagner d'une manière tout à fait particulière sur ces sujets-là. Donc, je pense qu'il y a un niveau de maturité sur ces questions qui est vraiment très intéressant et il faut qu'on puisse avancer tous ensemble de concert. Merci beaucoup. Donc, on va passer aux questions de la salle. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous manifester. Avec voilà. Pauline Chassériau. Bonjour à toutes et à tous. En effet, je suis Pauline Chassériau, je suis directrice générale de l'ACAP Pôle Régional Image. Alors, je m'excuse par avance, c'est moins une question que la volonté, en fait, de porter à votre connaissance un projet qu'on va expérimenter en Hauts-de-France, justement, sur la question de la mobilité des spectateurs de salles de cinéma. Et donc, je me permets de prendre la parole maintenant, puisque ça s'inscrit vraiment dans la continuité et la complémentarité des feuilles de route présentées ce matin. Donc ce projet qu'on inaugure au titre de l'ACAP, puisqu'il s'appelle Cinéma en mouvement, c'est un projet qu'on va développer avec l'autre réseau de salles de cinéma qui s'appelle De la suite dans les images, ainsi qu'avec la chambre syndicale des cinémas du Nord et du Pas-de-Calais. Et donc c'est un projet à 3 ans, et le principe, ça va être d'initier donc un laboratoire des mobilités des spectateurs de salles de cinéma à l'échelle régionale, pour que chaque exploitant du territoire puisse participer à la décarbonation des mobilités de ses publics. Et donc pour ce faire, on va être accompagné par un cabinet qui s'appelle Ecodev, un cabinet spécialisé dans les mobilités. Donc très concrètement, on va démarrer par la réalisation d'une grande enquête publique pour établir un diagnostic le plus fin possible des pratiques et des freins des spectateurs, mais également du grand public, du grand public et aussi de nos concitoyens qui ne fréquentent pas les salles de cinéma. Donc on pense particulièrement à certains jeunes, publics empêchés, particulièrement en milieu rural. Et donc l'ensemble des indicateurs qui vont ressortir de cette grande enquête et donc les leviers qui en découleront nous permettront d'accompagner les exploitants du territoire des Hauts-de-France donc à affiner ce diagnostic sur leur propre zone d'influence grâce à l'utilisation d'outils de cartographie et de bilan carbone adaptés donc à notre secteur d'activité. On organisera par la suite des formations pour apprendre à utiliser ces outils, analyser les résultats, faire le suivi et mettre en place des actions appropriées. Outils, j'en profite également pour le dire, qui vont être testés aussi en Auvergne-Rhône-Alpes et également en Nouvelle-Aquitaine pour les ajuster à d'autres géographies, donc en lien avec SINA et l'ACRIRA. Il y aura également des ateliers entre les exploitants et les autorités organisatrices de mobilité, les AOM, qui viendront compléter ce travail pour qu'ensemble, exploitants donc et AOM, co-construisent un plan d'action local et réaliste, basé donc sur des données consolidées par l'enquête. Pour finir, je voulais juste indiquer que ce travail, c'est le fruit d'une consultation préliminaire qui a démarré en janvier, donc qui a eu lieu entre janvier et juin grâce au concours de la DRAC Hauts-de-France. Donc une consultation auprès des collectivités et des salles de cinéma à laquelle 60% des cinémas des Hauts-de-France ont répondu. D'ailleurs, j'en profite pour remercier les collègues exploitants des Hauts-de-France présents ici d'avoir répondu aussi largement à cette enquête. Donc par le biais de cette enquête, on a pu objectiver les enjeux des uns des autres, jauger et qualifier les manques d'interconnaissance, je bouge trop, et juger de la faisabilité donc au vu du niveau de volontarisme qui s'est révélé très satisfaisant de la part des exploitants quant aux actions à mener, y compris de la part des AOM. Et dernier point, bien évidemment, une fois donc tout le process finalisé à l'échelle régionale, tout ce qui ressortira de ce laboratoire Hauts-de-France sera mis à disposition du secteur grâce au concours de la FNCF, de la DRC, de l'AFCAE, du SCAR, partenaire du projet, ainsi que du CNC. Et voilà, donc moi et ma collègue Fabienne à mes côtés, qui est la tête pensante de ce projet, on est présente toute la journée aujourd'hui. Si vous avez le souhait de nous poser quelques questions sur ce projet, on y répondra avec plaisir. Merci de votre attention.
Là-bas. Oui, bonjour, Cinéma Mégarama. On a essayé plusieurs choses dans différents sites. On a commencé par avoir une action pour éliminer nos déchets à travers un port et par voie fluviale quand on était à proximité sur Villeneuve-la-Garenne. On a fait des parcs à trottinettes quand on n'avait pas d'autres solutions de mobilité pour des stations de vélo. On a fait des structures charpentes bois sur certains sites et on s'équipe dans la mesure du possible et de nos moyens en laser, mais c'est beaucoup plus coûteux. Et donc la question, c'est pas la sensibilité plutôt que le financement. Oui, moi je peux. Est-ce que quelqu'un veut répondre ou Jean, vas-y. Peut-être sur la question du financement. Alors tout à l'heure, Marie-Christine a présenté, je dirais, la carotte. C'est vrai que vous avez des économies à faire et des retours clairs. Après, vous aurez aussi le bâton. Le bâton, ça n'a pas été évoqué encore, c'est le décret tertiaire. Là, le législateur, il a pris les devants. Et vous devez vous mettre en conformité d'ici 2030, d'ici 2040, avec des économies qui sont importantes, voire très très importantes. 30%, 40% d'économies d'énergie, c'est pas rien. Donc c'est bien d'avoir commencé à prendre les devants. La question du financement de ces économies, je ne vais pas dévoiler, mais je crois qu'il y aura des choses qui seront présentées, qui seront très intéressantes, peut-être pas en termes de financement, mais en tout cas de combien vous économisez réellement lorsque vous changez vos sources lumineuses. Et c'est vrai que c'est très intéressant. Pour nous, au sein de la commission, ça a mis le doigt aussi sur l'importance de définir cette fameuse valeur, comment dire, Erwan, valeur objective. Valeur absolue. Alors justement, valeur objective par rapport à la subjective, qui aujourd'hui n'est pas déterminée et qui nous permettra demain de dire quels sont réellement les seuils que l'on devra atteindre dans nos cinémas. Alors, juste pour dire, on parlera à la fin du décret tertiaire. Le décret tertiaire, il ne faut pas le voir comme une carotte, autre chose, c'est un peu comme une bande-annonce en fait. D'une certaine façon, c'est un peu ça. C'est quand, dans une bande-annonce, on vous montre les aspects les plus séduisants, peut-être, en tout cas les objectifs. Il y a des bandes-annonces de films de terreur aussi, hein. Mais il y a des objectifs que vous devez atteindre dans un temps qui est déterminé. Mais évidemment que c'est compliqué à atteindre, mais ça donne des directions générales. Donc il ne faut pas non plus se laisser écraser par cette question-là. Je reviens une fois de plus sur ce qu'on a dit au départ. La question des financements, elle est réelle. On va en parler après sur la question des projecteurs laser et autres. C'est bien pour ça que ce qu'on a voulu vous présenter avec ces feuilles de route, ce sont d'abord des solutions très simples à mettre en place et sans vraiment de financement. Oui, moi je voudrais ajouter que certes, le sujet du financement, il existe en écologie comme dans le reste, mais il n'existe pas plus que pour le reste. C'est-à-dire que quand vous construisez, de toute façon, vous dépensez. Donc, ce qu'il faut, c'est réfléchir quand vous construisez, travailler avec des personnes habilitées à vous dire, bah oui, là, il faut utiliser tel type de matériaux et c'est pas forcément plus coûteux. Ou alors, si c'est plus coûteux, ça vous permettra de toute façon de réaliser une économie. Quand on dit qu'il faut repenser le système, oui, il faut repenser les choses. C'est-à-dire se dire, ce que je vais dépenser là, je dois pouvoir l'économiser là. Ce que je ne veux pas ou ne peux pas dépenser là, comment je l'aborde différemment? Est-ce que je change systématiquement mon matériel? Est-ce que je réfléchis à la manière de donner une seconde vie à mon matériel? Oui, comment? Et là, on a besoin que les fournisseurs s'y collent. Voilà. Donc, quoi qu'on fasse, de toute façon, on sait très bien qu'on a un parc de salles qu'il faut maintenir à un niveau, qu'il faut être exigeant, en fait, dans la proposition et dans nos établissements, parce qu'on a commencé comme ça et qu'il faut continuer. Il faut des lieux d'exception pour projeter les films. Mais bon, c'est pas plus cher
parce qu'on va le faire de manière écologique. Et que l'adaptation, elle se fait au fil du temps. Il y a aussi les idées. Il faut savoir être malin, il faut, une fois de plus, c'est peut-être pas renverser la table, mais se dire, peut-être que ce que je faisais comme ça jusqu'à maintenant, je vais l'aborder différemment. Et voilà, tout simplement. C'est de la matière grise aussi. C'est pas juste un porte-monnaie, l'écologie. C'est pas juste pouvoir dépenser. C'est réfléchir, c'est poser les choses, c'est consulter, c'est se tenir au courant. Il y a des nouvelles techniques tous les jours, il y a des nouveaux matériaux tous les jours, il y a plein de choses. Donc moi, je suis pas d'accord sur le fait que ça coûtera forcément beaucoup plus cher. Ça peut coûter un peu plus cher, oui, mais si ça coûtera plus cher si on décide du jour au lendemain de faire comme ça et comme ça. Ça coûtera beaucoup moins cher si on s'intéresse vraiment au sujet, si on se renseigne sur ce qui existe, sur ce qui est faisable. Voilà. Alors on peut prendre une dernière question sur ce sujet, si vous voulez. Christian. Bonjour. Christian Landais, délégué général de la DRC. On accompagne beaucoup de salles d'exploitants de la petite exploitation et aussi de la moyenne sur leurs projets. Moi, ce que je constate... Alors, je voulais déjà vous féliciter d'abord de mettre le focus à la fois à la Fédération et au CNS, de focus sur ce sujet qui est essentiel. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a déjà aujourd'hui une prise de conscience. La question, c'est comment je vais plus loin? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui a été fait? Et donc, est-ce que c'est un sujet facile? Non. Pourquoi non? Parce que ça change les process sur lesquels on est les uns et les autres, que ce soit constructif, de mobilité, d'implantation. Donc ça veut dire que ce n'est pas forcément simple. Ça veut dire qu'il faut bouleverser des équilibres qui étaient mis en marge depuis longtemps. Est-ce qu'on a le choix? Non. Si on veut laisser la planète aux plus jeunes générations et d'ailleurs dans toutes nos équipes, structures comme exploitation, tous nos jeunes collaborateurs, c'est même pas un sujet. C'est forcément évident. Donc il faut forcément y aller. Et à la DRC, on est très mobilisés avec notre présidente à mes côtés, Nadège Lozana, qui est élue locale, qui a développé des actions dans sa collectivité. Ça veut dire qu'il ne faut pas se circonscrire non plus, par exemple, sur la question de mobilité, à l'action d'un exploitant, mais il faut dialoguer avec tout l'écosystème, avec les élus locaux. Et puis ensuite, sur la question de la formation, on est très heureux de travailler avec les équipes de Marie-Christine et de Juliette sur la formation que va mettre en place le CNC. Parce que si on comprend les objectifs, si on comprend le contexte, si on comprend les leviers d'action et l'outil que vous venez de nous montrer là, qui est extrêmement précieux, ça permet d'avancer de façon beaucoup plus fluide sans se dire que ça va être extrêmement complexe. Et donc, je dis souvent, la meilleure façon de marcher, c'est de mettre un pied devant l'autre, puis de recommencer. Donc, tous ces outils sont vraiment essentiels. De notre côté, vous savez qu'on avait édité un certain nombre de fiches pédagogiques. C'était, on va dire, un premier temps zéro dans lequel on a essayé d'expliquer c'est quoi un décret tertiaire, c'est quoi un matériau éco-responsable. Et là, avec notre équipe étude, on est en train de renforcer ces documents qui seront ouverts à tout le monde et qu'on mettra à la contribution des uns et des autres. Moi, j'avais une question à poser au CNC. Pour le secteur de la production, il y a une éco-conditionnalité. Sans aller vers de l'éco-conditionnalité, parce que ça donne un côté obligatoire, est-ce qu'une éco-valorisation est envisageable? On en parle souvent, notamment dans le cadre de la commission d'aide sélective. Et puis j'ai un autre sujet, dans un autre rôle en tant qu'expert CDAC. Est-ce que le volet environnemental pourrait être renforcé dans les exigences données dans le cadre de la CDAC? Merci. Merci Christian et merci d'avoir rappelé les ressources que la DRC propose aux exploitants, notamment en matière de transition écologique, puisque vos fiches pratiques sont assez exemplaires.
Alors, on n'est effectivement pas dans une logique de conditionnalité des aides du CNC à la fourniture de bilan carbone comme ça a été le cas pour la production, parce que vous avez déjà un encadrement réglementaire qui est fixé par le décret tertiaire et on ne va pas surajouter de la réglementation à une réglementation déjà existante. Au contraire, on va être dans une logique de vous accompagner pour pouvoir remplir vos obligations par rapport au décret tertiaire et ça sera notamment tout l'enjeu de la formation sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir en fin de matinée. Donc ça, c'est le premier point. Est-ce qu'on est dans des logiques d'éco-bonus? Non. Aujourd'hui, on n'est pas dans des logiques d'éco-bonus. Je comprends tout à fait la demande et ça serait, pour le coup, une exception culturelle. J'ai presque envie de renvoyer à cette notion-là, puisqu'on n'a pas d'équivalent dans les autres secteurs d'activité. C'est pas parce que je vous fais cette première réponse aujourd'hui, 2024, que c'est quelque chose qui n'évoluera pas. Pour autant, aujourd'hui, on n'est pas dans une capacité de porter un éco-bonus spécifique aux salles de cinéma, là où ça n'existe pas dans d'autres secteurs d'activité, ou sur du tertiaire, ou sur du bâtiment. Donc c'est des éléments qui se discutent, s'ils devaient se discuter, à une autre échelle que celle simplement du secteur du cinéma, qui se porte de manière plus générale sur le bâtiment. Et la troisième question, c'était quoi ? Ah, sur les CDAC. Est-ce que dans le cadre... Alors là, je vais peut-être laisser Lionel répondre sur les CDAC. Est-ce qu'il y a déjà des critères environnementaux qui sont pris en considération, notamment sur les mesures d'impact et notamment sur les mobilités ? Est-ce qu'il faudrait, à une échéance à définir, travailler sur d'autres critères à prendre en considération ? Pourquoi pas, mais en l'occurrence, c'est un travail de concertation qui devrait être mené à cet endroit-là. Nous allons retravailler de toute façon avec le CNC, c'est déjà prévu, la question des CDAC. Donc. Voilà. Je ne sais pas si Lionel, tu veux ajouter quelque chose Non. Merci, bonjour à toutes et à tous. Non, peu de choses à ajouter sur ce point, si ce n'est effectivement insister sur ce que Leslie Thomas a indiqué, c'est-à-dire que l'insertion des projets de cinéma dans leur environnement est déjà prise en compte parmi les différents critères d'aménagement cinématographique, et la question des mobilités, et notamment des mobilités douces, et un point qui est systématiquement abordé lors des commissions d'aménagement cinématographique. Alors, on ne va pas se mentir, ce n'est pas un sujet qui, à lui seul, motive l'accord ou le refus d'un projet, mais c'est quelque chose qui est abordé d'une manière extrêmement précise, avec également un avis des autorités compétentes en matière d'environnement. Aller plus loin sur ce sujet et, d'une manière générale, comme l'évoquait Erwan, travailler à une réforme de l'aménagement cinématographique, cela nécessite de passer par la loi et donc de définir avec le législateur d'éventuels nouveaux objectifs. Donc c'est un travail de long terme qui doit s'insérer dans un calendrier parlementaire qui peut être un peu complexe en ce moment, mais évidemment on peut être tout à fait prêt à y travailler. Il me semblait par ailleurs que, Christian, tu avais évoqué également le sujet de la production cinématographique et pas seulement de l'exploitation. Alors, au-delà de ce que Leslie a indiqué, désormais l'obligation de calculateur carbone comme condition à l'agrément des longs métrages cinématographiques, moi j'ai juste une réflexion à ajouter, et plutôt qui est une question, qui est celle de la liberté artistique. Et du lien à établir entre cette liberté artistique des réalisateurs et le bilan carbone. C'est une réflexion beaucoup plus large et une question beaucoup plus large. Je ne suis pas sûr que Pacifiction d'Albert Serra aurait été le même film s'il avait été tourné dans la Creuse. Voilà. Tu pourrais rappeler qu'on n'a pas d'exigence sur le résultat et qu'on est vraiment dans une logique de trajectoire, de mesure d'impact, d'analyse des situations pour que justement les producteurs puissent faire les bons choix en matière de fabrication de leurs œuvres. Je crois qu'il y avait une réaction d'Henri de Roquemorel un peu, et après on va passer à la deuxième partie du débat. Bonjour, Henri de Roquemorel, je travaille chez BNP Paribas.
Alors, le sujet du financement a été abordé, pas tout à fait sous cet angle-là, puisque ce n'était pas l'objectif de départ, mais je peux dire une chose à partir de la feuille de route qui a été présentée. Quand vous financez une rénovation, on a des demandes actuellement, on a un certain nombre de choses qui ont déjà été financées dans nos livres. Nous, on a besoin d'une démarche globale. Cette démarche globale, elle a pour objectif, pour nous, de savoir ce qu'on peut faire au niveau notamment de la BEI. Il faut savoir que la Banque européenne d'investissement peut nous allouer des enveloppes qui nous permettent de vous faire des taux bonifiés. Donc j'entendais parler de carottes, de bâtons. Là, je parle juste de taux bonifiés, c'est à dire le jour où vous financez une rénovation, le jour où vous faites un investissement qui a un objectif énergétique précis, qui est mesurable, ça nous permet de vous faire des taux plus bas. C'est aussi simple que ça. Donc c'est l'intérêt de tout le monde. On sait tous que ce tournant, on doit le prendre. Et là, la feuille de route a le mérite en effet d'avoir une démarche générale. Et puis on parlera peut-être des cas spécifiques après. Mais ce sera important pour nos équipes, quand vous allez voir nos équipes, de pouvoir justement s'appuyer là-dessus, parce que quelque part, vous répondez aussi à tous les critères qu'on va vous demander dans votre dossier bancaire. Merci beaucoup, Henri. On va passer à la deuxième partie du débat. Comme je vous le disais tout à l'heure, la question des projecteurs, et notamment des projecteurs laser, et ça a été une des questions qui a conduit la fédération à se préoccuper de la question globale de l'écologie des cinémas. Chez nous, Stéphane Landfried avait fait un travail de fond sur ce que donnerait le passage au laser de l'ensemble du parc de salles et quelle économie d'énergie ça représenterait à l'échelle nationale. C'était l'équivalent de l'économie d'énergie d'une ville de 20 000 habitants. On en avait discuté avec le CNC et le CNC a décidé de faire son étude, je dirais une étude beaucoup plus pointue et qualitative sur les projecteurs laser. Et j'invite Cécile Lacou pour présenter cette étude. Merci Cécile. Merci Erwan, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, je suis très heureuse d'être ici sur cette belle scène donc, pour vous présenter justement les résultats de cette nouvelle étude que nous avons menée au CNC sur les projecteurs. Avant cela, je souhaitais rappeler un petit peu pourquoi nous avons mené cette étude sur les projecteurs, quelle est la genèse de cette étude. Donc, comme vous le savez, le CNC s'est engagé dans une politique publique d'accompagnement de l'ensemble de la filière dans la transition écologique et énergétique. Sa transition écologique et énergétique, c'est le fameux plan action que nous avons mis en place il y a un petit peu plus de 3 ans. Dans ce cadre-là, parmi toutes les initiatives mises en place, nous avons créé un observatoire de la transition écologique et énergétique pour justement mesurer l'impact environnemental de chaque pan de la filière et identifier les leviers pour réduire cet impact. Et la première étude que nous avions menée à ce moment-là portait sur les salles de cinéma. C'était un diagnostic énergétique et déchets donc des salles de cinéma que nous avions confié au cabinet spécialisé Eneor. Et dont vous voyez ici les principaux résultats, à savoir que parmi les postes les plus énergivores, alors évidemment on retrouvait, comme on retrouve chaque fois, les postes CVC, chauffage, ventilation, climatisation, qui à eux seuls représentaient près de 70% des dépenses énergétiques. Mais il y avait également un poste qui est spécifique et inhérent à votre activité, c'est évidemment la projection avec le serveur, la sono, qui à elle seule, représentait près de 16% des dépenses énergétiques des salles de cinéma. Et sur ce poste-là, la seule levier d'action envisageable, préconisé, était de remplacer les projecteurs Xénon en fin de vie par des projecteurs laser. Donc évidemment, nous en avons discuté avec la FNCF et nous avons voulu de notre côté approfondir cette question-là. Et nous avons donc commandé 2 nouvelles analyses à Eneor. La première étant un audit énergétique pour véritablement mesurer la consommation énergétique des projecteurs laser par rapport aux projecteurs Xénon en conditions réelles d'utilisation. Donc pour cela, Eneor est allé auditer 25 projecteurs situés dans 14 cinémas. Comme vous voyez, 14 projecteurs laser, dont 2 rétrofits, et 11 projecteurs Xénon. Donc ils ont installé des appareils de mesure pendant 1 semaine pour vraiment collecter la consommation d'énergie des projecteurs. Nous nous sommes assurés, bien sûr, de couvrir toutes les tailles d'écran pour chaque technologie et également d'avoir toutes les marques représentées, les principales marques, donc Barco, Christie, NEC. Nous avions même du Kinoton pour les projecteurs Xénon.
Donc ça, c'est la première analyse que nous avons menée. Et puis nous sommes allés un cran plus loin. Au-delà de la consommation d'énergie de ces projecteurs, nous voulions vérifier aussi l'impact environnemental des projecteurs laser par rapport aux projecteurs xénon. Est-ce qu'un projecteur laser est réellement plus écologique qu'un projecteur xénon? Donc cette analyse-là, elle passe par ce qu'on appelle une analyse du cycle de vie, qui permet de vérifier, de mesurer ou d'estimer quelles sont toutes les émissions de gaz à effet de serre tout au long de la vie d'un projecteur. Donc pour ce faire, Eneor a analysé 2 projecteurs, un projecteur xénon, un projecteur laser, qui avaient tous les deux la même fonction, à savoir projeter 14 000 lumens sur un écran de 12 mètres pendant 40 000 heures, ce qui équivaut à peu près à 10 ans. Donc un cas assez classique d'utilisation. L'analyse, ils l'ont réalisée pour information sur un projecteur laser à roue de phosphore qui, d'un point de vue environnemental, est moins favorable. Donc ils ont pris le cas le plus défavorable pour le laser. Et les hypothèses qui ont été retenues, c'est qu'évidemment, il faut changer les lampes xénon pour un projecteur xénon sur toute la durée de vie du projecteur, que sur 10 ans, il fallait changer environ toutes les 2500 heures la lampe xénon, ce qui fait 16 lampes xénon en tout. Et enfin, dernière hypothèse retenue pour cette analyse-là, c'est que tout ce qui était fabrication, assemblage était réalisé en Europe. Alors, pourquoi en Europe? C'est parce que nous avons eu l'opportunité avec Eneor de visiter l'usine de Barco à Courtrai. Et d'ailleurs, je remercie Barco de nous avoir accueillis et de nous avoir partagé un certain nombre d'informations sur les procédés de fabrication et sur les matériaux qui entraient dans la composition des projecteurs. Mais tout de suite, je vous propose de regarder donc les résultats de ces 2 analyses. Et tout d'abord, l'audit énergétique. Est-ce qu'un projecteur laser est réellement moins énergivore qu'un projecteur xénon? Vous le voyez, la réponse est sans ambiguïté, oui. Un projecteur laser est 4 fois moins énergivore qu'un projecteur xénon. Donc ce que vous voyez en rouge ici, c'est la consommation d'énergie par heure de fonctionnement de l'ensemble des 11 projecteurs xénon qui ont été audités. En moyenne, les projecteurs xénon consomment 3,89 kWh par heure de fonctionnement. En bleu, ce sont les projecteurs laser. On est sur 0,95 kWh par heure de fonctionnement. Vous voyez également, donc ça fait un ratio de 1 à 4,14. Donc 4,14 fois moins de consommation d'énergie pour la projection laser. Ce que vous voyez en bleu clair, ce sont les 2 projecteurs rétrofit. Et vous voyez que leur performance s'inscrit complètement dans la ligne de la performance des projecteurs laser au global. Donc, un projecteur laser soit natif ou qu'il soit rétrofité, il a la même performance énergétique, donc bien plus intéressante que pour un projecteur xénon. Vous voyez également quand même une certaine variation sur la consommation énergétique en fonction des projecteurs, qui en réalité est fonction de la puissance du projecteur. Plus l'écran est grand, plus on a besoin d'un projecteur puissant, vous le savez, et donc évidemment, plus la consommation d'énergie est importante. Et c'est ce qu'on retrouve ici sur ce graphique. On voit bien la corrélation entre la puissance de la lampe et la consommation d'énergie, que ce soit pour le laser ou le xénon, cela se vérifie. Cette corrélation-là, elle est encore plus importante pour la projection xénon. Alors évidemment, Eneor a aussi souhaité vérifier s'il n'y avait pas d'autres facteurs qui pouvaient influencer et expliquer les performances énergétiques des différents projecteurs et analyser notamment 2 critères, la marque et l'ancienneté. Et la conclusion, c'est que ces 2 critères-là n'ont pas d'impact, en tout cas visible, sur la consommation d'énergie. Donc, quelle que soit la marque, nous n'avons pas constaté de différence majeure entre les projecteurs, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas certaines marques qui ont des produits plus vertueux, plus performants d'un point de vue énergétique, mais cela peut être compensé par d'autres facteurs, comme la maintenance qui est réalisée sur le produit, l'ancienneté, etc. Et sur l'ancienneté, ce qui nous a plus étonné, Eneor n'a pas non plus observé d'impact direct de l'ancienneté, alors même qu'évidemment les projectionnistes et même les constructeurs nous disent qu'avec l'âge, les projecteurs perdent en luminosité, donc il faut augmenter la puissance. Alors pourquoi on n'a pas vu, nous, d'impact? Alors déjà parce que pour les projecteurs xénon, en réalité, tout dépend de l'ancienneté de la source lumineuse, de la lampe. Donc c'est aussi lié au renouvellement fréquent des lampes. Et puis parce que pour le laser, on manque encore un peu de recul, certainement, pour évaluer ce critère-là. Nous avions des projecteurs laser qui avaient si j'exclus évidemment les rétrofits, entre 1 et 5 ans d'ancienneté. Et sur cette durée-là, en tout cas, on ne voyait pas de dégradation de la performance énergétique. Mais évidemment, ça vaudra le coup de refaire le point lorsqu'il y aura plus de maturité sur les projecteurs laser. Donc des projecteurs laser qui consomment beaucoup plus d'énergie, et puis des projecteurs laser aussi qui dégagent moins de chaleur, et donc qui ont des besoins en termes de climatisation, de refroidissement moins élevés
que la projection xénon. Vous le voyez ici. On a pour donc, les projecteurs laser en moyenne par heure des besoins en climatisation de l'ordre de 0,59 kWh. C'est 2 fois plus pour les projecteurs xénon. Donc, les besoins en climatisation sont 2 fois plus élevés et la consommation d'énergie liée à la climatisation est 2 fois plus élevée pour la projection xénon. C'est aussi lié au mode de refroidissement des projecteurs. Les projecteurs xénon ont des ventilateurs intégrés, ils sont refroidis par ventilateur, mais il y a aussi souvent besoin d'un système d'extraction de chaleur, comme vous le savez, alors que les lasers sont intégralement refroidis par des climatiseurs et ne nécessitent pas nécessairement d'extraction de chaleur si vous avez de la climatisation dans la cabine. Donc tout combiné, si on inclut à la fois le fait que les projecteurs laser consomment moins d'énergie et qu'ils ont moins besoin de climatisation, évidemment tout cela se traduit par une économie sur la facture d'énergie à la fin. C'est la courbe en rouge que vous voyez. La courbe en rouge, c'est tout combiné. La courbe en bleu, c'est uniquement l'économie liée au passage au projecteur lui-même. Cette économie-là, elle dépend de la taille de l'écran et donc en réalité de la puissance du projecteur. Pour un écran de moins de 6 mètres, vous voyez qu'on est sur une économie par an de 1 850 € en passant à la projection laser, et on va jusqu'à près de 6 000 € par an pour un grand écran de 24 mètres. Si on considère évidemment qu'on a une durée de fonctionnement plutôt intensive des projecteurs d'environ 10 heures par jour, et au prix de l'énergie actuelle. Autre façon de le considérer, on a pris 3 exemples théoriques, 3 cas. Voilà. Disons qu'on est en cinéma mono-écran avec un écran de taille moyenne de 9 mètres. L'économie, vous le voyez, elle est d'environ 2 600 € par an. Un cinéma de 5 écrans avec des tailles d'écran variables, des petits écrans, des écrans un peu plus grands, on est sur une économie de près de 14 000 € par an. Et enfin, un multiplex de 8 écrans avec plutôt des grandes salles, on est sur une économie de près de 34 000 € par an. Donc c'est des cas très théoriques, mais c'est pour vous donner un petit peu des ordres de grandeur sur l'économie d'énergie réalisée en passant à la projection laser. Donc des projecteurs qui consomment moins d'énergie, mais qui sont véritablement plus écologiques que la projection xénon. Donc pour cela, on analyse, comme je disais, tout le cycle de vie, depuis la phase d'extraction des matériaux pour construire le projecteur, jusqu'à la fin de vie, la mise à disposition, le recyclage du projecteur, en passant bien sûr par sa fabrication et par son utilisation. Et ici, à nouveau, vous le voyez, le laser l'emporte nettement, puisque son impact environnemental est 3 fois moins élevé que celui d'un projecteur xénon. Pour donc, le projecteur xénon qui a été étudié, on était sur très exactement 12 259 kg de CO2 émis tout au long du cycle de vie du projecteur. On est sur à peu près 3 800 kg de CO2 pour la projection laser. Et vous voyez à droite la répartition des émissions de gaz à effet de serre selon la phase du cycle de vie. Ce qu'on voit en bleu clair, c'est qu'en fait, c'est la phase d'utilisation qui vraiment est la plus impactante d'un point de vue environnemental. C'est plus de 10 700 kg de CO2 sur les 12 259 pour le projecteur xénon qui viennent de l'utilisation du xénon et des 10 ans d'utilisation du projecteur. Et c'est 2688 kg de CO2 pour le projecteur laser. Autrement dit, vous le voyez ici, la phase d'utilisation, en réalité, c'est donc elle qui est la plus impactante, qui concentre 72% quasiment des émissions de gaz à effet de serre pour le projecteur laser et 87% pour le projecteur xénon. Alors, hors phase d'utilisation, si on regarde les autres phases, on voit là aussi que c'est plutôt à l'avantage du laser, notamment sur la deuxième phase, la phase la plus émissive, qui est l'extraction des matériaux, donc deuxième phase la plus émissive après la phase d'utilisation. Vous voyez qu'on est à 753, si j'arrive bien à lire, kilos de CO2 pour le projecteur laser sur cette phase-là, contre 424 pour le projecteur laser. Alors pourquoi ? C'est en partie lié évidemment aux lampes xénon et au fait qu'il faut extraire ce gaz-là, le compresser, ça a un impact environnemental qui n'est pas neutre. Sur les autres phases, l'écart est moindre, notamment la phase de fabrication. Et puis enfin, ce que vous voyez en orange, c'est la phase de fin de vie, qui est en négatif. Alors pourquoi en négatif ? C'est parce qu'en fait, la plupart des matériaux utilisés pour construire des projecteurs est recyclable. Notamment toute la carcasse, les parties métalliques, etc. sont recyclables. Et donc à partir du moment où c'est recyclé, ce qu'on appelle les émissions évitées, et donc cela vient compenser une partie de l'impact carbone et réduire l'impact carbone du projecteur. Donc on est en négatif. Évidemment, il y a quelques parties qui sont plus difficilement recyclables, l'électronique, dans les deux cas, projecteur laser xénon, mais ça ne suffit pas à contrebalancer ce solde négatif.
Et puis, à nouveau, les lampes xénon, qui sont une vraie difficulté, qui posent une vraie difficulté, la difficulté de les recycler. Alors, ce qu'on entend dire, c'est qu'il n'y aurait qu'un endroit pour recycler les lampes xénon, qui serait l'usine qui les fabrique à Los Angeles. Donc, vous voyez un petit peu la complexité pour recycler ces lampes. Et donc, ça pose là aussi à nouveau question. Évidemment, sur le laser, à nouveau, on manque de recul pour savoir en réalité ce qu'il advient de ces projecteurs à la fin de vie. Donc, on est parti sur le fait que c'était des projectionnistes recycler ou en tout cas envoyer au recyclage des projecteurs, tout comme ils le font pour les projecteurs xénon. Donc, en conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que clairement, à la fois d'un point de vue énergétique et d'un point de vue environnemental, la projection laser, elle est plus performante et plus vertueuse. La consommation énergétique d'une projection laser, elle est 4 fois moins élevée que pour une projection xénon. Et finalement, la consommation énergétique, elle va dépendre aussi de la puissance du projecteur. Les projecteurs laser, à nouveau, ils ont moins de besoins en termes de refroidissement, donc moins de consommation en termes de climatisation, ce qui fait qu'in fine, ça fait quand même une économie substantielle, vous le voyez à la fin, chaque année. Et c'est valable également pour les projecteurs rétrofit. Alors, sachant qu'on a juste mis un petit bémol ici, c'est que pour pouvoir rétrofiter un projecteur xénon, il faut qu'il remplisse un certain nombre de conditions, en tout cas qu'ils soient en bon état, notamment la carte électronique, la DLP qui soient en bon état. Généralement, il est conseillé que le projecteur ait moins de 10 ans, même si en réalité c'est plus une question de maintenance. Il peut y avoir des projecteurs qui ont plus de 10 ans et qui peuvent être rétrofités, mais voilà, en tout cas c'est du cas par cas pour vérifier que le projecteur peut être rétrofité. Mais s'il est rétrofité, sa performance énergétique est la même qu'un projecteur laser neuf. Et l'impact environnemental, à nouveau 3 fois plus limité, avec une vraie question sur les lampes xénon qui à la fois ont un impact environnemental au niveau de l'extraction des matériaux, mais aussi pose question sur la capacité à les recycler et sur donc la phase de fin de vie. Donc cette étude, évidemment, vous pourrez la retrouver sur le site du CNC, on la mettra en ligne d'ici la fin de la journée. Et voilà ce qu'on pouvait dire ici, mais je crois qu'on a quelques minutes pour des questions, il me semble. On va continuer le débat. Alors, merci beaucoup Cécile pour la présentation de cette étude approfondie et très très intéressante. Donc, comme le disait Cécile, dès ce soir, vous pourrez consulter cette étude en attendant le 9 octobre, où vous pourrez découvrir les feuilles de route. Donc, vous pourrez la lire et la relire. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que ça a été vraiment un sujet, et c'est un sujet toujours très important, mais un sujet très important pour nous dans nos discussions sur la question de l'économie d'énergie que pouvaient réaliser les salles de cinéma, puisqu'on a découvert à l'occasion de la crise énergétique, effectivement, à quel point les salles de cinéma faisaient partie des secteurs à forte consommation d'énergie. On avait vraiment beaucoup travaillé avec le ministère de la Culture, le CNC, mais également le ministère de la Transition énergétique, le ministère de l'Écologie. Richard vous disait hier qu'il se réjouissait de voir qu'on gardait la même ministre de la Culture. Moi, je voudrais dire qu'on se réjouit, et je ne sais pas combien de temps ça durera, de retrouver à l'écologie Agnès Pannier-Runacher, parce que dans les gouvernements précédents, on a vraiment eu un contact particulièrement précieux et privilégié avec Agnès Pannier-Runacher et son ministère. Et la question de la préoccupation que pouvaient avoir les salles de cinéma sur leur consommation énergétique et leur volonté justement d'améliorer la sobriété énergétique des salles de cinéma, notamment à travers le matériel de projection, avait été bien comprise. Donc j'espère que ça durera. Marie-Christine et la commission écologie des cinémas, est-ce que vous avez des réactions sur cette question des projecteurs laser? Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un veut réagir? Moi, je suis émerveillée quasiment par la révélation de cette étude, parce que voilà, ça nous montre le chemin, ça nous montre que toutes les solutions pour l'injection laser, que ce soit l'achat d'un projecteur laser ou que ce soit du rétrofitage. Alors en effet, quant au rétrofit, il faut être très attentif à l'âge de
de son projecteur et en même temps ne pas s'empêcher plutôt s'obliger à regarder le reste, les cartes, mais aussi la tête DLP, et que même quand on rétrofit un projecteur et qu'on change la tête DLP, ça coûte un peu plus cher, mais qu'à l'arrivée c'est quand même plus avantageux que d'acheter un projecteur tout neuf. Voilà, donc oui, cette étude, elle nous montre ce qu'il faut faire en matière de projection, et en même temps elle nous rassure, parce que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ce qu'on va investir d'un côté, on sait qu'on va pouvoir le récupérer différemment de l'autre. On va pouvoir équilibrer les coûts, ou en tout cas minimiser les coûts. Et que ça ne doit pas nous empêcher en même temps de continuer à gérer l'énergie au plus près, c'est-à-dire de ne pas la gaspiller. Il y a probablement, peut-être même encore, des sources d'économie supérieures si on est très attentif à la manière dont on utilise la climatisation et la projection. Donc voilà, mais je trouve que merci pour cette étude et pour la présentation qui, en fait, en même temps, qui est très explicative et très démonstrative, et c'est vraiment très intéressant. Je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la suite. Je rajouterais juste que il y a une source aussi d'économie financière qui n'apparaît pas dans le rapport, c'est le prix des lampes qui n'est pas stipulé. Tout à fait. Et qui, l'hypothèse sur la consommation à coût de 2400 heures. En face de nous, on a des exploitants. Si vous faites durer vos lampes 2400 heures, je ne suis pas sûr qu'on voit forcément toujours grand-chose à la fin. On sait qu'on a des lampes parfois qui durent 300 heures. Donc ça, c'est vraiment un coût majeur qui n'apparaît pas dans l'étude et qu'il faut prendre en compte pour faire évoluer ces sources. Effectivement, moi, je suis d'accord avec Marie-Christine, le rétrofit notamment est une première solution qui ne nous oblige pas à aller jusqu'à un très très gros investissement et qui finalement est très très vite rentabilisé. Oui, je voulais rajouter un grand merci pour cette étude qui est, comme beaucoup d'études du CNC, extrêmement claire, limpide, qui va faire la joie de pas mal de stands d'exposants dans les minutes qui viennent. Non, du coup, en fait, la seule mauvaise nouvelle, mais c'est pas votre faute, en fait, c'est que, notamment pour la filière des itinérants, en fait, nous, on n'a pas de solution. On n'a pas de solution sur l'équipement laser parce qu'on déplace trop nos projecteurs sur des routes qui sont pas du tout stabilisées. Et on n'a pas à ce jour, on n'a toujours pas de validation, en fait, que les rétrofits pourraient exister aussi pour les itinérances. Et on sait, et pour votre information pleine et entière, qu'en fait, les lampes dont on dispose, en fait, elles vont être interdites d'accès sur le marché européen dans quelques années. Donc on n'avait pas de solution à l'équipement numérique des itinérants. On avait trouvé une solution avec notamment un équipementier qui était quand même qui était plus accessible et qui était plus compact. Mais là, on n'en a pas. Et donc, votre étude nous rappelle qu'on a une urgence absolue parce que si on n'a plus les mêmes projecteurs que nos collègues, on quitte, nous, le monde de l'exploitation. Et ça, on va évidemment... Voilà. Il y a des expérimentations en cours, mais c'est vraiment compliqué. Merci. On va peut-être passer les questions à la salle. S'il y a des questions dans la salle. Bonjour, Anne Lidov pour l'Association nationale des cinémas itinérants. Je poursuis par rapport à ce que vient de dire Raphaël. Donc merci aussi de prendre en compte notre petite filière dans le cadre de l'étude préalablement présentée également. On a en fait évidemment des problématiques en termes d'environnement qui sont les mêmes que les autres, puisqu'en fait on est un peu écologique en termes d'ADN au niveau des cinémas itinérants. On est considérés comme les gens qui vont effectivement au plus près des habitants, donc leur permettant d'avoir moins besoin de bouger. On subit beaucoup de choses en fait. On subit effectivement des problématiques de mobilité. Les TER ne vont pas partout et s'arrêtent souvent à l'heure des séances de cinéma. On voudrait bien acheter des véhicules hybrides ou électriques et nos besoins de matériel, nos besoins de véhicules, on n'a pas sur le marché ce type de véhicule en électrique ou en hybride pour le moment. Le laser, on vient d'en parler. Alors on peut quand même agir parce qu'en fait sinon c'est une énorme frustration de passer à côté de ces problématiques. On agit évidemment en valorisant les filières locales quand on fait des ciné-goûters ou on trie les déchets, on trouve des économies d'énergie tout le temps, puisqu'en fait on a toujours des problèmes d'argent, donc on est très très sensible à ces questions. Surtout on a un rôle prescripteur vis-à-vis des communes, puisque
les salles ne nous appartiennent pas, mais on peut convaincre un certain nombre d'élus d'aller vers des transitions, notamment en utilisant les dispositifs qui existent pour les bâtiments publics. Il y a la Banque des territoires, il y a Acté, il y a un certain nombre de dispositifs existants. On peut aussi faire savoir, effectivement, qu'on peut être aussi des recycleurs. Je suppose qu'il y a un certain nombre d'achats de lasers là, qui vont avoir lieu de manière massive. Et nous, on est très, très preneurs, en fait, de pouvoir récupérer les anciens matériels, tant qu'effectivement la solution du laser, en termes de poids, d'encombrement, etc., n'est pas à la disposition de notre filière, et que donc on peut encore faire vivre les projecteurs dont vous allez tous vous débarrasser, les projecteurs 1000, NEC 1000 ou NEC 900, et on est très preneurs de ce marché de l'occasion, qui est aussi en fait une vraie problématique écologique. Il est toujours mieux d'acheter d'occasion que d'acheter neuf. Ça, on le sait à titre personnel, et pour notre filière, c'est une évidence également. Donc, faites-nous savoir au niveau de l'ANSSI si vous vous débarrassez de vos matériels, parce qu'ils peuvent avoir une nouvelle vie avec nous. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Henri Droc-Morel, là-haut. J'interviens encore, je vais essayer de ne pas être trop envahissant. J'ai été sur le dispositif général avant. Là, c'est un dispositif spécifique. Je pense que le constat est sans appel, tout le monde l'a vu. Il y a un intérêt énergétique et un intérêt financier à changer le projecteur. Bon, la difficulté de l'exploitation, on la connaît. Il y a eu 4 ans qui ont été quand même relativement erratiques sur la fréquentation. Il y a un certain nombre d'entre vous qui ont accumulé pas mal de dettes, on le sait, puisqu'on les porte en partie, notamment le PGE. Et donc, l'objectif d'investir et de renouveler, soit en laser, soit autrement via un rétrofit, bien évidemment, je pense que vous l'avez tous en tête. La seule chose, c'est que dans votre économie, c'est pas forcément le moment. Alors, cette étude nous sert à ça, donc de qualifier aujourd'hui le projecteur comme green et de faire une bonification et de s'indexer en termes de durée sur l'économie que vous faites. Donc si c'est bien fait, si votre chargé d'affaires a bien travaillé, et je l'encourage à bien travailler, c'est justement de faire en sorte que le coût pour vous soit totalement lissé dans la durée. Alors je voulais dire une autre chose, c'est qu'on a une capacité aujourd'hui, on a une filiale qui est spécialisée justement dans le traitement des projecteurs spécifiquement, puisqu'on a financé énormément de projecteurs pendant tout l'équipement de l'Asie, notamment en Chine. On a financé beaucoup de projecteurs depuis très longtemps, on l'a fait beaucoup en Europe aussi bien sûr. Et donc on a une capacité à vous garantir le recyclage du projecteur. Donc vous exonérez du sujet, vous le déléguez à une de nos filiales qui elle prend en charge et prend l'engagement que le recyclage du projecteur soit à la fois énergétiquement et à la fois socialement responsable. Voilà. Une question là-haut? Je sais pas si ça marche. Bonjour, Julien Robillard, cinéma en Dordogne et administrateur de l'association régionale SINA. Alors je vous remercie pour cette matinée parce que c'est fort dynamisant pour l'avenir de nos salles de cinéma et je pense que ce sujet il est prioritaire. Et vous avez insisté sur la formation des équipes et effectivement c'est stratégique pour pouvoir mener à bien notamment la question de la sobriété énergétique parce que là on vient de parler des 15% dans le graphique du CNC qui sont très importants sur les aspects de projection, mais moi ce qui me préoccupe c'est les 68% du poste CVC et que là on a de gros travaux à faire et surtout se former c'est pouvoir discuter avec les installateurs, avec les architectes, avec toutes les idées préconçues sur le bâtiment dans ce domaine, parce que y a du boulot pour rendre nos établissements encore plus vertueux. Et la dernière chose que je voulais vous dire, ça concerne la question du groupement d'achat de l'énergie. Il se trouve qu'il y a quelques années, au moment de la crise énergétique liée à la guerre en Ukraine, il y a eu un peu un affolement qu'on a constaté au niveau de l'association régionale, à toute échelle d'exploitation, municipaux, associatives, privées. Le plus gros retour pour nous qui était difficile, c'était la décision, par exemple, d'élus de fermer des salles de cinéma parce qu'en fait, la consommation énergétique s'emballait.
Et donc là, il a fallu rapidement se mobiliser. Et avec SINA et d'autres, je pense à des syndicats et d'autres associations territoriales, nous avons à ce moment-là expérimenté la question du groupement d'achat énergétique, c'est-à-dire remémorer ce qui a été évoqué depuis le début de ce congrès, c'est-à-dire le principe de solidarité entre nous. Et si on pèse beaucoup de mégawatts, eh bien, très rapidement, les négociations avec les fournisseurs d'énergie deviennent intéressantes. Et dans le cadre de cette expérimentation, il y a quand même près d'une quinzaine de salles de cinéma qui ont bénéficié d'un coût du mégawatt à moins de 140 €. Et je crois que c'est une petite performance. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est qu'au moment de l'expérimentation, on s'est rendu compte qu'on n'était pas dans le timing des négociations sur cette question-là, mais qu'aujourd'hui, à cette date, en septembre, on l'est pour l'envisager au premier semestre 2025. Donc, je voulais vous poser une question au niveau de la commission, c'est est-ce que cette question du groupement d'achat énergétique pourrait être sur notre chemin dans le cadre de l'écologie des cinémas? Merci. Alors, je vais peut-être répondre, Marie-Christine. Les syndicats de la fédération peuvent tout à fait, et d'ailleurs dans une ville, dans une région, un département, entre cinémas, vous pouvez tout à fait faire des groupements d'achat. Nous, en tant que fédération des cinémas, fédération unitaire de l'ensemble des cinémas français, on n'a pas la possibilité, je pense, de pouvoir faire facilement un groupement d'achat parce qu'on aurait un côté un peu trop monopolistique. En tout cas, on n'a pas étudié la question à fond, mais je pense que ça serait un peu problématique. Mais c'est déjà le cas d'un certain nombre de syndicats qui ont travaillé sur ces questions. Je ne sais pas si à Cinéo, par exemple, Marie-Christine, vous l'avez fait. Mais voilà, faire des groupements d'achat, on en a parlé effectivement sur l'énergie beaucoup l'année dernière. Acheter de l'électricité par des groupements d'achat, et pas uniquement entre cinémas, hein, entre les commerces d'une même ville, ce sont des choses qui se font déjà. Donc ce sont des solutions possibles, mais je ne pense pas à l'échelle de la fédération. Oui, c'est ça, on sait que ça ne peut pas être fait au sein de la fédération, tout comme tout type de négociation commerciale en fait ne peut pas être engagé par la fédération pour l'ensemble de ses adhérents. En revanche, ce qui peut exister, c'est ce que vous avez fait au sein de SINA, c'est-à-dire c'est au sein des différents groupements, syndicats, et pourquoi pas imaginer que plusieurs groupements puissent se réunir aussi pour peser plus fort dans les négociations. Nous l'avons fait à une époque dans Cinéo, on a prévu de remettre ça en chantier justement parce qu'aujourd'hui il y a de nouvelles propositions plus affinées et que voilà, qu'il y a des choses à refaire ou à recommencer. Donc voilà pour la réponse en ce qui concerne donc la fédération, et la commission ne peut pas agir à ce niveau-là. Mais pourquoi ne pas imaginer en effet que plusieurs syndicats ou plusieurs groupements, quels qu'ils soient, puissent se réunir à l'occasion d'une négociation ou pour peser plus fort, bien sûr. C'est une bonne idée. Alors moi, je voudrais poser une dernière question sur le débat à Lionel, hein, sur une question qui s'était posée, par exemple, au moment du passage au numérique et qui peut se reposer sur les projecteurs laser, qui est le soutien du CNC sur l'achat de ces matériels. On l'a vu notamment, j'y pense, c'est peut-être pas que la seule hypothèse, mais au sein de la commission d'aide sélective, si par exemple il y a un projet qui consiste uniquement en une demande de soutien sélectif pour l'achat d'un projecteur laser, est-ce que c'est possible ou non, par exemple? Voilà. Bien, je vais être obligé d'un peu déflorer les échanges qui auront lieu cet après-midi, puisque nous aurons l'occasion, je pense, de revenir sur ce point. Alors, deux choses. La première, c'est que, à mon sens, ces investissements en projecteurs laser et plus généralement en dépenses d'aménagement et de modernisation de vos salles, à des fins notamment d'économie d'énergie, ils sont à considérer comme tous vos investissements et donc sont naturellement éligibles à tous les dispositifs de soutien du CNC, qu'il s'agisse du soutien automatique dont on aura l'occasion également de reparler cet après-midi, ou de l'aide sélective à la petite et moyenne exploitation. Le deuxième point, c'est que, voilà, au risque de vous décevoir, il n'y aura pas de plan laser comme on a eu le plan Cinénum à l'époque du passage du 35 mm au numérique. En revanche, moi je retiens d'ores et déjà, et beaucoup d'entre vous l'ont souligné, qu'on trouve des éléments de réponse à la question du financement des projecteurs laser à la fois
dans l'étude présentée par Cécile et donc dans les économies qui ont été faites, et également en écho à l'intervention de M. de Roquemorel, du fait du caractère vert, entre guillemets, de ces investissements qui ouvrent donc des possibilités aux exploitants auprès de partenaires financiers, de vos partenaires financiers, je dirais, habituels. Merci Lionel. Je crois qu'il y a peut-être une dernière question, parce qu'il est très rapide là-haut. On a aussi une piste sur les CTA où le renouvellement d'air est régulé en fonction du taux de remplissage de la salle. Ça, justement, je me permets juste rapidement. En effet, c'est un vrai sujet. Et quand la Commission dit qu'il est important que nos fournisseurs, nos équipementiers, nos intégrateurs travaillent avec nous, en effet, aujourd'hui, il y a un sujet sur le fait que faire se parler entre nos différents systèmes de TMS, de CVC, de projection, de caisse, c'est-à-dire dire à l'instant T, dans telle salle, numéro 2, il n'y a pas de spectateur, c'est-à-dire qu'on va annuler la séance, en tout cas qu'on va couper le projecteur, faire qu'à cet instant-là, le système de caisse vienne parler au TMS pour lui dire coupe le projecteur, arrête la lumière dans la salle, vienne parler à la CVC pour lui dire réduis le volume d'air, ou bien s'il y a beaucoup de monde dans une salle, de lui dire rafraîchis plus ou rafraîchis moins s'il y a moins de spectateurs. Toutes ces choses-là, c'est un véritable sujet sur lequel je sais que les intégrateurs, les équipementiers y travaillent. On a nous-mêmes déjà lancé ce sujet il y a plus de 2 ans au sein de Cinéo. C'est un véritable, c'est un besoin aujourd'hui impératif. Il faut que nos systèmes de gestion, nos GTC, nos GTB puissent parler à nos TMS, puissent parler à nos systèmes de caisse pour en fait automatiser des fonctions qui sont sinon du niveau de l'humain, quoi. Ça veut dire que je vais couper ma clim dans la salle parce que j'ai pas de spectateurs, ou bien je vais l'augmenter un peu, je vais couper mon projecteur, ou je vais au TMS pour couper la projection, j'éteins mes nez de marche, j'éteins la lumière, toutes ces choses-là. Et ça, c'est très compliqué humainement à faire, à la fois au quotidien, dans la régularité, ça dépend du nombre de personnes présentes dans les établissements. Enfin, plein de choses qui, aujourd'hui... à une époque où on parle d'intelligence artificielle, je ne sais pas, moi j'y connais rien, mais j'imagine que c'est réalisable. Donc là aussi, il faut qu'on puisse arriver à inciter, encourager nos intégrateurs à faire ce travail au plus vite. Alors je suis désolé parce qu'on a vraiment un temps très limité, parce qu'on doit pouvoir libérer la salle à 12h15. Hugues, je t'ai vu. J'ai Sébastien, mais si c'est vraiment une question ultra rapide, mais vraiment en 1 minute tous les deux. Voilà, on m'avait coupé la parole. Je ne voulais pas être très long, simplement, effectivement, Sébastien Saunier, j'anime la direction de la stratégie et du crédit aux entreprises de l'IFSIC. Je rebondis à la fois sur ce que vient de dire Lionel et ce que Henri de Roquemorel reprenait tout à l'heure sur vos sujets de financement, l'existence de l'IFSIC avec des moyens confiés par le CNC notamment et l'État pour développer vraiment l'accompagnement financier de vos investissements éco-responsables. Donc l'IFSIC, nous garantissons les banques, et tout à l'heure Henri le soulignait, les banques de plus en plus vous proposent des prêts verts et qui peuvent être adaptés dans la durée, mais qui peuvent avoir besoin aussi de la garantie de l'IFSIC, une garantie d'État qui prend 50 à 70% du montant du crédit à vos côtés. Donc ça peut vous faciliter le financement de ces investissements au moment où Henri le soulignait tout à l'heure, c'est pas toujours évident de lever de la dette bancaire. Et puis nous avons également une capacité de prêter en direct pour les accompagner aussi, ces banquiers, pour financer et boucler les plans de financement qui seraient un peu plus délicats. Donc n'hésitez pas à faire appel aussi à l'IFSIC. Nous avons renforcé nos moyens dans ce cadre-là. Et je voulais souligner et vous dire bravo, parce qu'effectivement l'IFSIC, ça couvre tous les secteurs d'industrie culturelle et créative du ministère de la Culture. Et je salue l'exemplarité de la démarche aujourd'hui qui a été faite. Et je confirme qu'il n'y a pas d'autres exemples comme ça dans la filière. Donc bravo à vous. Merci beaucoup Sébastien. Hugues, si c'est très rapide. Merci Erwan, c'est très rapide. Bonjour à toutes et tous. Et justement, pour rebondir sur ce que disait Sébastien et élargir à l'ensemble de la filière, j'avais une question, proposition pour la Commission. Il y a encore beaucoup à faire sur ce que vous avez présenté. Mais je voulais savoir si dans vos réflexions, il y avait, ou il était prévu qu'il y ait dans un deuxième temps, les sujets sur lesquels on travaille nous, c'est-à-dire finalement ce qu'on a en commun, la diffusion des films. Je prends 2 exemples, l'accueil des talents en tournée, autre exemple, le stockage des films sur les serveurs, etc. Enfin,
ma question et ma proposition, c'est peut-être mettons en commun nos différentes analyses et propositions d'évolution pour que sur ce champ de diffusion des films, affichage numérique ou pas numérique, affichage papier, pour prendre un troisième exemple, on réfléchisse à une amélioration commune. Alors, je vais peut-être répondre pour répondre à Hugues. Il y a deux choses. Il y a à la fois un certain nombre d'éléments. Tu parlais des usages numériques de la salle, et notamment tout l'aspect communication. Ça fait déjà partie des feuilles de route en partie, et ce sont encore des choses qu'il faudra développer. Et effectivement, il y a tout le travail que vous, organisation de distributeurs, vous avez commencé aussi à faire de votre côté. Je le sais parce que j'ai vu notamment à la CST cette année ce qui avait été présenté avec les 3 organisations de distributeurs sur la question justement des économies qui peuvent être réalisées. C'est des sujets sur lesquels je pense qu'on peut tout à fait travailler en commun. On s'était même posé la question sur l'organisation du débat, mais dans le temps imparti, compte tenu du temps qu'on voulait donner, notamment sur le travail de la commission écologie des cinémas, on s'est dit que c'était trop compliqué d'aborder toutes les questions à la fois, mais c'est bien entendu quelque chose qu'il faudra pouvoir aborder en commun par la suite. Leslie, je te passe... Oui, alors juste, Cécile donne un élément complémentaire et je prends la suite. Allô, allô. Très rapidement, Hugues, pour te répondre, comme tu sais, on fait des études sur chaque pan de la filière. La prochaine étude sera sur la distribution, donc on lance une étude sur l'impact environnemental de la distribution de films cinématographiques, et l'idée c'est d'identifier notamment des leviers pour réduire cet impact, donc ce sera complètement en ligne avec ce que tu proposes. Alors, je change de casquette et je vais vous présenter le dernier élément de cette matinée, le dernier axe de travail de cette matinée. On a beaucoup évoqué, et vous l'avez fait vous-même, la nécessité de la montée en compétences et la nécessité de pouvoir bénéficier de formation. Et donc l'objectif de cette dernière partie de cette matinée, c'est justement de vous présenter la session de formation qui va être proposée par le CNC à l'ensemble des exploitants à partir du 5 novembre prochain, et nous allons commencer au Loft à Châtellerault chez Marie-Christine. Alors je ne reviens pas sur les enjeux relatifs au plan action. Cécile a présenté suffisamment ces éléments, c'est pas nécessaire, puis de toute façon le support vous sera transmis. Ce qui m'importe aujourd'hui, c'est plutôt de revenir sur la question de la formation qui va vous être proposée. Donc on propose une formation, alors c'est pareil, c'est trop loin pour moi, donc je vais être obligée de me tourner. On propose une formation qui vise à vous accompagner de manière à ce que les enjeux de gestion durable et responsable d'une salle de cinéma vous soient acquis. Et donc, à ce titre-là, on va pouvoir, dans le cadre d'une session de formation, qui n'est pas obligatoire, qui est donc volontaire et qui va se déployer sur l'ensemble du territoire, on va vous proposer un module de formation qui dure 3h30, au cours duquel vous allez pouvoir comprendre les enjeux, les impacts et les outils qui sont à votre disposition. Ce module de formation, il s'adresse à tout type de cinéma et il s'adresse dans chacun des cinémas au collectif de travail. Donc si vous voulez inscrire une partie de votre équipe ou simplement le responsable de la salle ou simplement un projectionniste, tout est possible, c'est laissé à votre libre choix. C'est une formation que nous avons donc commandée, enfin nous avons lancé un appel d'offres, un appel à candidature, et c'est le groupement Cinéo, la base, la DRC qui a remporté cet appel à candidature. Et donc que ce soit Marie-Christine, que ce soit Christian Landais ou que ce soit Juliette Vigoureux, ils sont les artisans de la construction de ce programme et de la pédagogie qui est développée dans le cadre de cette proposition. Vous bénéficierez d'un site dédié qui vous permettra à la fois de vous inscrire, de découvrir le parcours de formation, mais aussi de récupérer l'ensemble des ressources pédagogiques qui seront à votre disposition, avec un tutoriel pour ceux qui auront suivi la formation concernant la prise en main de la plateforme Opérate, pour ceux qui sont contraints de remplir la plateforme Opérate pour renseigner leur consommation énergétique dans le cadre de la mise en application du décret tertiaire. Cette formation, elle est donc structurée en 2 temps, en présentiel, dans vos locaux, un par région pour commencer. Une première partie donc, qui reprend ce que je vous ai dit sur le diagnostic, donc à la fois les enjeux attachés à la double contrainte énergie-climat, mais aussi les éléments propres au secteur, donc à l'exploitation cinématographique.
Vous avez dans une deuxième partie des outils qui vous permettent de comprendre quels sont les leviers qui sont à votre disposition. Alors ça peut être les feuilles de route qui ont été présentées ce matin par la FNCF et la Commission écologie des cinémas, mais il y en a bien d'autres. Christian Landais tout à l'heure a évoqué les fiches pratiques que la DRC développe. Il y a toute une série de ressources qui sont à votre disposition et qui peuvent vous permettre de mettre en œuvre votre stratégie de transition. Et puis, après la session de formation, dans le cadre du site internet qui vous sera proposé, vous pourrez bénéficier, comme je le disais tout à l'heure, à la fois des ressources pédagogiques, du tutoriel pour la prise en main d'Opérate, mais aussi de toute une série de ressources bibliographiques qui vous accompagneront au quotidien. Donc sur le site cnccinémaresponsable.fr, vous avez tout le parcours de la formation qui est accessible. C'est effectif depuis aujourd'hui, donc vous pourrez vous connecter dès que vous sortirez de la salle si vous le souhaitez. Donc vous aurez la possibilité de vous inscrire, la possibilité d'avoir l'ensemble des informations pratiques sur la formation, mais aussi tous les éléments d'organisation et de suivi de cette session de formation, ainsi que après le suivi de la formation, l'accès aux différentes ressources qui seront à votre disposition. Alors je dois dire qu'on est très heureux parce que quand on a validé le principe de cette formation, qui est donc financée par le CNC et gratuite pour chacun d'entre vous, ce qui est intéressant, c'est qu'on a cherché à mobiliser donc des salles de cinéma pour nous accueillir et en quelques jours, on a réussi déjà à bloquer une quinzaine de dates. Donc c'est extrêmement intéressant. Vous pourrez dès tout à l'heure choisir une des sessions et vous y inscrire. Ces formations, elles sont proposées au maximum à une centaine de collaborateurs, puisqu'on veut qu'il puisse y avoir de l'interaction dans le cadre de la pédagogie qui sera mise en œuvre. Et puis, c'est un marché formation qui est pour l'instant signé pour 3 ans. Donc on verra ensuite à l'avenir s'il est nécessaire de le faire évoluer d'une manière ou d'une autre. Voilà, donc c'était, je dirais, la dernière partie de l'ensemble des outils qui vous ont été présentés ce matin. Vous avez les feuilles de route déployées par la FNCF, vous avez les études que le CNC est en capacité de mettre à votre disposition pour objectiver les situations, et puis à partir du 5 novembre prochain, vous aurez aussi à votre disposition une session de formation qui vous permettra de mettre en œuvre les éléments de transition écologique qui vous ont été présentés toute cette matinée. Je reste à votre disposition pour les questions. J'ai fait très rapide puisqu'on a un peu grignoté sur le temps. Donc surtout, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez. Alors, un point sur lequel je voudrais revenir, c'est le point le plus sexy de l'écologie. Jean Villa l'a souligné tout à l'heure, c'est le décret tertiaire. Cette formation que propose le CNC, elle est particulièrement intéressante parce que elle vous offre une initiation au décret tertiaire. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez que le décret tertiaire, donc, c'est une réglementation qui est née des accords de Paris de 2015 et qui prévoit la réduction de la consommation d'énergie par décade, d'ici 2030, moins 40%, d'ici 2040, moins 50%, et d'ici 2050, moins 60%. Pour faire ça, vous devez répertorier votre bâtiment sur un site qui a été créé au départ par l'ADEME, sur un site qui s'appelle Opérate, et vous devez remplir un certain nombre d'éléments, de questions. Il y a beaucoup de données à faire, mais ce n'est pas du tout insurmontable. C'est presque plus simple que le classement RSA, pour vous donner un exemple. Ce qu'on sait par le ministère de la Transition énergétique, avec qui on a fini par dialoguer depuis 1 an et demi sur ces questions du décret tertiaire, et je les salue pour leur volonté vraiment de faire comprendre le fonctionnement du décret tertiaire, c'est que dans le secteur des cinémas, c'est principalement les grandes entreprises qui ont pu inscrire leur site. Donc il y a encore un travail important de déclaration sur Opérate pour le décret tertiaire. Je vous rappelle que normalement, c'est toute surface, je crois, de 1000 m², avant que ça ait encore descendu depuis, mais même sur une surface plus petite que 1000 m²,
m². Si vous êtes dans un site de 1000 m², vous devez vous déclarer aussi sur le décret tertiaire. Et une fois que vous êtes déclaré, vous devez pouvoir tenir cet objectif de moins 40, moins 50, moins 60% en fonction d'une référence que vous aurez choisie dans les 10 dernières années. Alors, je vous conseille de choisir une référence où vous avez dépensé beaucoup d'énergie pour pouvoir baisser de moins 40% d'ici 2030. Donc, c'est un système qui permet en fait de mesurer les efforts qui sont faits. Je pense qu'il ne faut pas être trop angoissé par le système. L'idée, c'est juste un peu comme on a fait nous nos feuilles de route. C'est un peu moins fluide que nos feuilles de route, on va dire, mais c'est un peu le même système. C'est de vous conduire à faire des économies d'énergie. Et par ailleurs, pour l'ensemble du secteur, pour les bâtiments les plus modernes, ça c'était la méthode en valeur relative dont je vous ai parlé. Il y a une autre méthode qu'on appelle la méthode en valeur absolue, qui est de définir un objectif pour l'ensemble d'un secteur de consommation énergétique au mètre carré. Et là, je remercie une fois de plus CGR, Pathé, UGC, Sylviane qui est là, Jacques Durand qui n'est pas là aujourd'hui, et CGR, vous nous avez beaucoup aidé parce que vous avez vraiment travaillé beaucoup cette question du décret tertiaire, et je sais que ça pas été facile du tout pour définir cet objectif en valeur absolue qu'on a pu fournir au ministère de la Transition énergétique. Donc vraiment, voilà, grâce à cet outil qui vous est offert par le CNC, vous allez pouvoir comprendre comment fonctionne la plateforme Opérate et vous inscrire sur Opérate. Et c'est vraiment important parce que, je vous dis, dans le secteur de la culture, on a été vu par le ministère de la Transition énergétique comme étant le secteur pendant longtemps le plus en pointe sur la question de l'énergie et de la maîtrise de l'énergie. Donc continuons dans ce sens, et je vous invite vraiment à vous joindre à ces formations pour découvrir l'ensemble de ces questions. Est-ce que je peux demander à la régie de mettre à l'écran la dernière slide, s'il vous plaît? Voilà, parce que vous avez les références, vous pouvez scanner le QR code et ça vous permettra d'accéder au site internet pour ceux qui le souhaitent, qui souhaitent s'inscrire d'ores et déjà. Voilà. On doit libérer la salle vraiment à 12h15 parce que si on ne libère pas la salle à 12h15, il n'y aura pas d'hommage, et pas d'hommage, c'est dommage. Donc il y a encore 5-6 minutes si vous avez une question qui tient en 5-6 minutes. Il y a Anne Lidov là-haut. Pour des problématiques écologiques, y aura-t-il des dates de formation en ligne ? Non, on est sur des formations en présentiel. C'est le formateur qui se déplace sur l'ensemble des sites qu'on a identifiés. Il est très important qu'on soit dans une relation présentielle puisqu'on a une pédagogie interactive qui nécessite que les exploitants ou leurs équipes soient ensemble. D'accord. Pour les itinérants, comme on sera sur des problématiques un peu différentes, peut-être qu'on pourrait monter quelque chose d'adapté ensemble. Alors, je vous rappelle que pour les itinérants, vous êtes déjà plus vertueux que la plupart des salles, puisque c'est vous qui vous déplacez, qui allez au-devant des publics, et que donc sur la partie mobilité, vous êtes déjà avec une empreinte carbone qui est moindre par rapport à une situation d'un cinéma fixe. Mais prenons le temps d'en discuter, on verra comment on peut adapter les choses. Merci. Il y a une question là-haut. Est-ce qu'on peut avoir une formation IA qui soit prévue pour justement éventuellement ces questions et d'autres sujets d'actualité? Excusez-moi, je n'ai pas compris. Une formation à l'intelligence artificielle comme outil de gestion. C'est une possibilité auquel on n'avait pas songé, mais c'est intéressant, effectivement. En tout cas, non, mais vraiment, grâce à cette formation, je pense que ça sera beaucoup plus accessible pour tout le monde. Voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, merci. Une dernière question. Oui, bonjour. Une toute petite remarque et question. Merci pour ces formations proposées. J'entends qu'on nous demande même des formations à l'intelligence artificielle, parce qu'effectivement, s'il faut faire communiquer le TMS avec le CVC, qui lui-même communique avec le CTA, juste une toute petite remarque, est-ce qu'on pourrait aussi demander de travailler aussi sur ces questions de bon sens? Notre président, il y a 2 jours, quand il nous a accueillis, enfin hier matin, nous a dit qu'il n'allait pas du tout faire beau à Deauville pendant 3 jours. Il fait effectivement pas beau, on l'a tous constaté. Et pour autant, la climatisation est à fond dans cette salle. Est-ce que c'est nécessaire? Ce sont des questions qu'on peut se poser.
Alors, bien sûr, on peut se poser toutes les questions, hein, je veux dire. Et puis, on peut aussi admettre le fait que tout est perfectible, qu'on est dans un mouvement, dans une démarche, que justement, l'objectif, c'est de sensibiliser tout un chacun. Voilà, tout simplement. Donc, on peut toujours pointer ce qui ne va pas. Bien sûr, mais on peut aussi travailler sur tout ce qu'on peut améliorer. Ça va de pair, donc, ouais. C'est aussi pour votre confort. Je pense que Richard, il a à cœur le confort des congressistes. Et voilà, mais tout ça va s'améliorer. Je vous ferai remarquer qu'on est quand même sous un... Enfin, c'est le premier congrès qui a pris des mesures éco-responsables. Voilà, et qu'une fois de plus, c'est un travail en cours et que tout est perfectible. Et j'ajouterais qu'au-delà de l'optimisme légendaire du président de la fédération, qui pensait qu'il y aurait peut-être encore plus de monde dans la salle et donc qui avait réglé peut-être une climatisation un peu à un niveau plus élevé, vous savez, d'ailleurs, c'est une des questions dont on a beaucoup discuté sur la question de la sobriété énergétique, c'est la difficulté d'ajuster, donc de prévoir à l'avance, notamment par exemple sur la programmation de la semaine en fonction des films, comment vous allez pouvoir régler votre climatisation, votre ventilation en fonction des saisons. Donc c'est une question, je pense que vous connaissez tous, qui est toujours très très compliquée. Nous, on la connaît aussi pour le congrès sur est-ce qu'on aura beaucoup de monde au débat du mercredi matin, est-ce qu'il y en aura beaucoup au débat de mercredi après-midi. Donc voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie tous de votre présence ce matin. Et je vous rappelle qu'il y a le débat avec le CNC cet après-midi à 15h, qui ne sera malheureusement pas animé par Leslie et par moi. Voilà.